Alors, déjà, un grand merci à la famille qui nous accueille, que ça amène beaucoup de bracha, beaucoup de nachat, beaucoup de simcha, beaucoup de joie. Voilà, ça facile du shalom, communication. Hachem, que du bonheur. Alors, c'est marqué dans Rav Dessler. Itragel les habit al chavero beofan sheum habit al atzmo. Un homme, il doit s'habituer à regarder son ami tel que lui-même se regarde. D'accord? C'est que nous, on a l'habitude de regarder l'autre à travers nous-mêmes. Donc, on n'arrive pas à comprendre l'autre. Moi, souvent, les gens me disent, écoutez, Rav, vous trouvez ça normal? Lui, il fait comme ça, alors que moi, à sa place, j'aurais fait différemment. Mais si tu me parles de l'autre, ne prends pas toi en référent. Ouais, tu dois prendre l'autre en référent de lui-même. Pas toi en référent de l'autre. C'est normal, puisqu'on n'est pas pareil. Agma dit que Shem, chez partout, Fenem Shonot. Garde Atem Shonot. De la manière que les visages sont différents, les esprits sont différents. Oh, je perds les cheveux, moi. Donc, alors, c'est calme. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut accepter ce qu'on appelle le pluriel. Ouais, la différence. On est tous différents, en fait. Maintenant, nous, on passe notre vie à chercher des gens qui nous ressemblent. On aime les gens qui sont d'accord avec nous. On adore les gens qui se rappellent de notre nom, qui vont dans notre sens, qui vont dans notre intérêt. Mais en vérité, l'autre, il a exactement le même problème que toi. D'accord? L'autre aussi, il veut exister. L'autre aussi, il veut sa place. L'autre aussi, il veut son kavod. L'autre, il a aussi ses intérêts. L'autre, il a son argent. Donc, comment on fonctionne avec la différence de l'autre? Parce qu'en fin de compte, ce qui nous rapproche, c'est la différence. D'accord? Souvent, tu dis, mais pourquoi tu l'as épousée, elle? Tu dis, bah oui, parce qu'elle était différente. Et pourquoi vous vous quittez? Ah, parce qu'on est trop différents. Donc, c'est compliqué de savoir si la différence, ça rapproche ou la différence, ça sépare. Mais en vérité, la différence, c'est la réalité de la vie. Par exemple, toi, tu veux être un Talmid Chacham. Tu es un ignorant. Donc, pourquoi t'es attiré? C'est à cause de la différence. Après, tu travailles, tu deviens Talmid Chacham. Oh, ok, d'accord. Toi, tu dis, ah, l'autre, il est riche. Moi, je ne suis pas assez riche. Donc, c'est la différence qui t'attire. D'accord? L'autre, il a des bonnes midotes. Moi, je n'ai pas des bonnes midotes. C'est la différence qui t'attire. Donc, en vérité, la différence, c'est ce qui génère. Parce que ce qui est comme toi, ça ne t'intéresse pas. Tu veux le plus. Maintenant, comme dans la matérialité, comme dans la spiritualité, c'est la même chose. Il dit maintenant ça. Le problème, c'est que la différence, donc on a dit que c'est un moteur, c'est ce qui fait qu'on se rapproche de l'autre. D'un autre côté, la différence, c'est ce qu'on ne supporte pas. D'accord? Parce que tu me contredis, parce que tu n'es pas d'accord avec moi. C'est très, très, très difficile. La remise en cause, la capacité à accepter qu'il y a un deuxième point de vue. Une fois, il y a un jeune Khatan, il a été voir le Rav, il a dit, Rav, je voulais vous dire que ma femme, elle était très malade, et je me suis occupé d'elle, et j'ai vraiment été sensible, et j'ai eu de la peine. Bah, au Hachem, je me suis bien occupé d'elle. Alors le Rav, il a dit, ah, bah, je suis content de savoir que tu sais compter jusqu'à 2. Ça, t'as compris qu'il y a quelqu'un d'autre que toi. Ouais. Et ben, c'est exactement cette logique-là. Il dit, les itragel, de s'habituer, les habit al-chavero, de regarder l'autre, be'ofan sheum habit al-atzmo, tel que lui se regarde. Ah, maintenant vous allez dire, mais c'est vachement compliqué, parce que moi, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas prophète, comment je sais comment l'autre il se regarde? Déjà, moi, j'ai du mal à me comprendre moi, tu veux que je comprenne l'autre? Mais ça, c'est un phénomène bizarre, parce qu'on est tous les psychiatres des autres. Les trois quarts des gens, par exemple, qui arrivent à parler des autres, ils n'arrivent pas à parler d'eux-mêmes. Quand tu leur dis, bon, et toi, qu'est-ce que... Écoute, moi, j'ai rien de spécial. Par contre, l'autre, c'est psychorigide, l'autre, c'est pervers narcissique, l'autre, il est bipolaire. Je fais, et toi? Non, moi, j'ai rien, je suis normal. Ouais, il y a que des défauts autour de toi. Donc en vérité, pourquoi? Parce qu'en fait, comment je perçois l'autre par rapport au recul. Par exemple, même quelqu'un qui a un doctorat de littérature et qui a lu 20 000 livres, si tu lui prends la feuille, tu la mets comme ça, il n'arrive pas à la lire. Tu dis, bah alors lis, monsieur, soi-disant, monsieur doctorat de littérature, lis. Il dit, j'arrive pas à lire. Pourquoi? Il dit, bah il faut du recul. Voilà, ouais. Donc quand tu prends du recul, hop, tu te rends compte que tes enfants ils ont grandi. Quand tu prends du recul, hop, tu te rends compte que l'autre il fait les choses par intérêt. Mais tu as besoin du recul. Maintenant le problème c'est que l'autre, par rapport à toi, de toute façon il est en recul. Vous me suivez ou... Ouais. Parce qu'il n'est pas toi. Donc la difficulté c'est de prendre le recul sur soi. Ce qu'on appelle en français le moussard. C'est ça le moussard. Tout le monde croit que le moussard c'est une marque de moussard rasé, pas du tout. Le moussard, c'est une capacité à mettre sa propre caméra au-dessus de sa tête et à se regarder vivre. C'est-à-dire que tu t'écoutes parler, tu dis je dis des bêtises. Ouais, tu t'écoutes réagir, tu te regardes réagir, tu dis ça c'est de la gava, ça c'est de la flemme, ça c'est de la lourdeur. Ouais. Maintenant, si tu n'es pas capable de le faire, pourquoi? Parce que tu n'as pas de recul sur toi-même. Alors ce qu'il appelle le Rav Simcha Zissel, Teva Pashut. Teva Pashut, ça veut dire c'est la nature réactive, la nature simple. D'accord? Par exemple,
On te parle mal, hop, tu t'énerves. D'accord? On te fait un compliment, tu es content. Il fait beau, c'est bien. Il pleut, tu fais la gueule. Oui, dis-moi, tu es un peu trop impulsif, tu es un peu trop réactif. Tu dois avoir le recul. Alors, qui c'est qui a le recul, le problème? Le recul, c'est celui qui est à l'intérieur. Vous me suivez ou... Ouais. Le moi qui est à l'intérieur, c'est lui qui dit à l'autre qui est à l'extérieur, oh, tu te calmes là. Tu réagis comme un gamin, comme une gamine. Tu te mets dans des états incroyables. Mais le problème, c'est que pour que celui, entre guillemets, l'adulte qui est en toi, il puisse gérer l'enfant qui est en toi, il faudrait qu'il existe cet adulte. Vous me suivez ou là. Donc quand tu es dans ce qu'on appelle en français, tu es dans l'épidermique, tu es épidermique. Épidermique, c'est épiderme. Ouais, on dit en français, c'est une réaction épidermique. D'accord? Alors qu'en vérité, tu devrais être dans une relation essentielle qui gère ton côté épiderme. C'est ça la maturité en vérité. D'accord? Donc tu t'énerves avec le gosse, tu dis ouais, mais il m'a manqué de respect, Une fois, un papa il est venu me voir, il m'a dit mon fils, il m'a mal parlé, il n'a pas voulu baisser les yeux, on s'est bagarré, on s'est frappé. Je dis tu t'es bagarré avec ton fils de 14 ans? Il m'a dit mais Rav, il m'a manqué de respect. C'est Shabbat après-midi, bon c'est vrai que j'avais un peu bu, parce que j'ai fait un coma éthylique là-bas à la synagogue. Et après, je suis rentré à la maison, il voulait pas se lever pour faire le kidou, j'ai dit tu te lèves, tu baisses les yeux, Ils sont bagarrés les deux. D'accord? Alors je donne une image. C'est comme si vous habitez au 24e étage, d'accord? Ou au 34e étage. Et puis vous êtes tranquille au balcon comme ça, et puis il y a un gars qui gigote en bas là. Mais vous n'entendez rien, il y a 34 étages. Et puis il y a un copain à vous qui rentre dans la maison. Donc il voit le gars, il monte là-haut, il dit tu sais le gars qui est en bas là, il est en train d'insulter ta mère. Tu dis ah bon, il insulte ma mère? Il y a deux solutions. Soit tu vas chercher le frigo américain pour lui expliquer clairement, pour mettre les choses à plat. Ouais. Soit tu vas dire attends, le gars il est en bas, sous la pluie, en train d'insulter ma mère, je l'entends même pas, qu'est-ce que ça peut me faire? Ben, tu vois, qu'est-ce qui te sépare de l'autre? Les 34 étages. Maintenant toi, tu as 30 ans de différence avec ton fils, tu te prends la tête avec lui. Non, si tu te prends la tête avec lui, c'est que vous avez le même âge. Grande question, comment est-ce qu'on peut avoir 15 ans à 35 ans? C'est bizarre, non? Oui. Oui, mais vous ne savez pas, il m'a poussé à bout. Il est court, le bout. Ouais. Et l'autre, il m'a énervé. L'autre, il m'a mis hors de moi. Mais quand tu es hors de toi, tu es où? Bon, ça a l'air d'une blague comme ça, mais en vérité, c'est ça le principe. Tout le principe de la colère, c'est que la personne, elle est hors d'elle-même. On dit elle est plus sous contrôle. D'accord? Par exemple, pourquoi on ne peut pas parler à quelqu'un qui est en colère? El mirasim ladam bishat kaaso. C'est pas la peine d'essayer de calmer quelqu'un au moment où il est en colère. C'est pourquoi? Parce qu'il n'est pas là. Il n'est pas là. Et après, quand il se calme, qu'est-ce qu'il dit? J'ai retrouvé mes esprits. Il les a retrouvés. Genre, il a pris un détective, il a fouillé partout. Et dans le grenier, il a trouvé une malle, il y avait ses esprits dedans. J'ai retrouvé mes esprits. Alors, ils étaient où? Ouais. Maintenant, il est interdit, en tout cas pour un juif, de perdre l'esprit. Maintenant, la colère, c'est une perte d'esprit, perte de contrôle. Ouais. La peur, c'est une perte de contrôle. Le manque de bitachon, c'est une perte de contrôle. Le yitzhara, c'est une perte de contrôle. Le décolleté de la voisine, c'est une perte de contrôle. À chaque fois que tu perds le contrôle, tu vas faire des bêtises. Or, je rappelle la loi, pour les gens qui ont le permis, c'est que tu roules tranquillement, sympathique, bien, tu descends une belle avenue à San Francisco, et il y a un gars qui pile devant toi. Et toi, tu lui rentres dedans. Qui c'est qui est en tort? C'est toi. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi, dans le monde entier, tu es censé rester maître de ton véhicule. D'accord? Alors réfléchis bien. Le véhicule, c'est la voiture, et toi, tu es le chauffeur. Eh bien, le véhicule, c'est ton corps, et toi, tu es le maître de ton corps. Maintenant, si toi, tes pulsions, elles sont plus fortes que toi, si tes nerfs, ils sont plus forts que toi, si tes angoisses sont plus fortes que toi, si tes complexes sont plus forts que toi, tu as un problème, c'est que tu n'es pas maître de ton véhicule. Or, c'est toi qui as tort. Et toi, tu passes ta vie à accuser l'autre dans l'état dans lequel tu es, mais on t'a dit que même quand l'autre, il est en tort à 100%, il a pilé, le gars. Il a vu une pièce de 10 centimes, il s'est arrêté. Il pile pour ramasser la pièce. Une certaine ville du Maroc, d'accord? Donc, le mec, je lui dis, mais attends, il y a eu 40 voitures, un carambolage incroyable. Il dit, écoutez, il y a une pièce, il y a une pièce. Ça, c'est Assour Chilou Lachem de laisser passer une pièce, d'accord? Donc le mec, il a ramassé la pièce. Tu dis, mais tu t'en fiches de ce qui se passe derrière? Eh bien, tu peux rien lui dire. Tu peux rien lui dire. Parce que c'est toi qui es resté maître de ton véhicule.
Alors comment tu passes la moitié de ta vie, ouais, à dire ouais, ma femme elle comprenait rien, et mon mari il m'a cassé, et mes enfants ils sont pas à la hauteur, et mon patron il n'a pas vu mon potentiel, et le client il n'a pas suivi. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas continuer à penser que c'est la faute de l'autre, alors que le bon Dieu, quand l'autre il est en tort, il te pose des questions à toi. Vous me suivez ou... Et si vous allez dire, oui, mais alors à ce moment-là, c'est un peu cassant hein, comme discours, franchement, on était venu pour rigoler. Non, non, en français, ça s'appelle la responsabilité. Hein, j'ai déjà expliqué 1 million de fois que quand quelqu'un est mis en cause, d'accord, ça veut dire qu'il est mis en cause, donc c'est à cause de lui, ouais, mais puisqu'il est mis en cause et qu'il est la cause, ça veut dire aussi que c'est grâce à lui. Alors pourquoi les 3/4 des gens, quand ils sont mis en cause, ils prennent le côté anxiogène de la mise en cause? Vous suivez ou non? Voilà, c'est encore à cause de moi. Voilà. Ben, voilà, tu m'accuses. Ouais. Voilà, tu me mets mal à l'aise. Tu me stresses. D'accord? Non, c'est moi, j'ai commencé trop tôt. D'accord? Donc vous avez compris l'idée ou non? Ça veut dire que comment ça se fait que quand quelqu'un, on le remet en cause, il se sent mal? Ça, c'est 99% des gens, d'accord? Mais pourquoi c'est normal? Parce qu'en fait, ils n'ont pas, attention, ils n'ont pas accepté un principe de base de la Emouna. Il faut trouver une gagnette. Donc, ils n'ont pas accepté un principe de base de la Emouna qui est que la réalité qui est en face de moi, elle me parle à moi. Vous me suivez ou non? C'est que si j'ai un problème avec un enfant, l'enfant il a un problème avec moi et moi j'ai un problème avec lui. Maintenant le bon Dieu, il est mes avec Zévougi, machin, il crée des couples. Maintenant les couples, c'est pas que le mariage, c'est tous les gens que tu rencontres et qui sont nécessaires à ton évolution. D'accord? Donc tu vas te confronter avec ton conjoint, tu vas te confronter avec ton patron, tu vas te confronter avec tes amis, tu vas te confronter avec tes ennemis, tu vas te confronter avec tes rabbinim, tu vas avoir des chocs dans la vie, tu vas avoir des déceptions, et tu vas avoir des bonheurs, tu vas avoir des miracles. Ouais? Et toute la vie, ça va être là, comment tu vas réagir. D'accord? Maintenant, quand j'ai la Emouna, je dis écoute, ce bonheur, parce que les gens ne comprennent pas qu'il faut assumer le bonheur autant que le malheur. C'est quand il y a un malheur, tout. Ouais, les gens ils s'angoissent. Mais le bonheur c'est pareil. Si tu as un enfant qui est un génie, il faut que tu l'assumes. D'accord? Le mec il s'ennuie à l'école parce qu'en 5 minutes il a fait tous les exercices. Donc qu'est-ce que tu fais? Toi tu le casses. Pourquoi tu remets en cause l'école? Tu remets en cause le prof? Mais il est plus fort que le prof. Donc tu te débrouilles, tu le mets dans une école de surdoués où tu lui mets 40 exercices par jour. C'est un génie. D'accord? Maintenant le problème, c'est que en tant que parent, pour les gens qui ont compris que parent, c'est pas une fois par an, ouais, c'est que, on dit Chanor Anar Alpi Darko. Éduque l'enfant Darko, qui n'est pas le masculin de Darka, d'accord, selon son chemin. Et le problème, c'est que chaque personne, elle a une neshama différente, donc chaque personne, elle a une approche différente, chaque personne, elle a ce qu'on appelle une netiyat à neshama. Maintenant, imagine ton fils, il a la neshama du Harizal. Et toi, tu t'énerves. Tu dis, ouais, tu dors pas tard le soir, va te coucher. Mais lui, il a fini le chasse à 14 ans. Maintenant, toi, tu sais même pas lire. Tu comprends pas ce qui t'arrive. D'où il sort celui-là? D'où il sort? Il est fou, on dirait un anormal. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de dire des psukim? Je te dis, à 5 ans et demi, il réfléchissait à la relativité, d'accord? Alors que toi, ton intelligence, elle est entièrement relative, d'accord? Donc, ça veut dire que, même si c'est un bonheur, il faut l'assumer. C'est un bonheur, il faut l'assumer. Les gens qui gagnent de l'argent très très vite, ils n'assument pas. Ils font des avérotes. D'accord? Pardon? Il faut quoi? Ils font des bêtises. D'accord? Parce que celui qui a gagné trop vite l'argent, eh ben, toi tu fais un anniversaire, tu fais un gâteau, tu amènes des copains, tu commandes chez Charlie. Non, lui, l'hélicoptère, une île à Chypre, tout le monde vient en première classe, il offre des iPads à tout le monde. Après, il y a les call girls qui arrivent à minuit. Tu te dis, mais tu peux pas nous faire un petit anniversaire? Il dit, écoute, quand tu as 23 millions d'euros dans ton compte, tu peux faire un truc basique de Khalada. Tu vois, si tu étais plus modeste, tu aurais fait un truc normal. Mais tu es devenu superficiel parce que tu as touché le paquet. Combien de gens? C'est-à-dire que tous les changements, moi j'ai vu des gens, ils ont fait l'opération là, bypass, c'est très drôle. Le mec il a perdu 60 kilos. D'un seul coup, il est devenu playboy, il sort en boîte, je plais, j'ai le droit de vivre, j'ai le droit d'être heureux, tu me saoules, t'es vieille, t'es grosse, t'es moche. Alors qu'en fait, c'est juste le problème qu'il a changé d'aspect. Ouais, il est resté le même grêle qu'avant, en plus ça s'appelait Jacques, ouais. Mais comme il a maigri, tac.
Tu dis, mais t'as maigri, c'est ton enveloppe, c'est ton emballage. Mais toi, à l'intérieur, t'es le même mec, non? Ah non, 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 maintenant je suis heureux, faut voir les femmes, elles se retournent dans la rue, j'ai le droit de vivre ma vie, puis tu me saoules avec ta religion. Il a tout mélangé. On dirait que la liposuction, elle a pris aussi un peu du cerveau. Parce que le médecin, il a dit, écoutez, vous pouvez encore perdre 200 grammes, mais il faut enlever le cerveau. Il a dit, allez. Ouais. Bah, c'est exactement pareil. Ça veut dire que j'accepte que la réalité, elle est adaptée, et c'est difficile. Pourquoi? Parce que la réalité adaptée, ça veut dire que moi, je dois m'adapter à la réalité. Pour tous les gens qui n'ont pas développé l'équilibre mental, l'hygiène morale, la capacité de se remettre en cause, qui n'ont pas travaillé les midotes, pour eux, ils ont ce qu'on appelle les midotes inversées. Par exemple, la contradiction, ouais, ils appellent ça la détermination. Eux, ils disent, ils ne sont jamais d'accord. Tout ce que tu dis, non, 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 non. Maintenant, ils croient que c'est de la personnalité. Mais non, c'est pas une personnalité. C'est le contraire. Vous suivez ou non? C'est comme des fois, tu poses une question, alors les gens, ils reprennent ta question et ils donnent la réponse. Je fais, écoutez, si c'était... Je ne vous donne pas des recettes de carambar, là. Je suis en train de vous donner quelque chose de profond. Mais les gens, ils veulent simple. Voilà. Ils disent, bon, alors, ok, donc ça veut dire ça. Je dis, bah, si ça se dit en une phrase, je ne dirais pas 1 heure et demie. Parce que les gens, ils veulent la simplicité. D'accord? Comme si d'être un con tribuable, c'était une mitzvah. Non. Je dis, la logique, c'est que toi, tu vas voir des choses qui te déplaisent. Tu vas voir des choses qui te dérangent. Tu vas voir des choses qui sont différentes. Et tu vas t'adapter. Parce que non seulement que c'est une mitzvah de s'adapter, mais en plus de ça, que l'adaptation, ça sera la seule manière de prélever ce qui te concerne dans la situation. Vous suivez ou non? Donc quand tu dis, bah écoute, on n'arrive pas à s'arranger avec mon mari. Tu dis, mais vous faites des bébés ensemble, vous n'arrivez pas à parler. C'est que toi, tu as besoin d'apprendre d'elle, elle a besoin d'apprendre de toi. Là, je dis, non, non, non. Moi, je ne fais aucun effort. Voilà, mon père, il n'a jamais fait d'effort. Ok, mais ta mère s'est pendue. C'est vrai. Donc, c'est ça l'idée. L'idée, c'est que toi, tu vas aller vers elle, elle va aller vers toi. Toi, tu vas aller vers l'enfant, l'enfant, il va aller vers toi. Ah, tu vas dire, oui, mais l'enfant, il ne fait pas d'effort vers moi. Oui, mais attends, c'est toi l'adulte. C'est-à-dire que toi, tu veux que l'enfant, il soit plus raisonnable que toi. C'est-à-dire que toi, tu es un entêté, ouais, un primitif, ouais, mais... Et tu penses que c'est comme ça que ça doit être. Tu dis, ça, c'était à Ouarzazate en 42. Mais en 2020, à Saint-Brice, il faut négocier. À 8 ans, tu imposes. À 18, tu négocies. Alors, si tu parles à un enfant de 18 ans comme s'il avait 8 ans, fais attention, parce que si toi, tu as un mur, lui, c'est une balle. Et la balle, quand elle rebondit contre le mur, elle peut rebondir très loin. Après, tu dis, mais comment c'est possible? Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Non, tu n'as juste pas été à la hauteur de l'adaptation. C'est pour ça que les enfants mettent longtemps à grandir. Ça, c'est une grosse question. Pourquoi les enfants, ils ne naissent pas adultes? Le bon Dieu, il aurait pu faire qu'une femme, elle accouche un gosse de 30 ans. Bon, ça a arrangé au niveau hormonal, ouais. Donc le gosse, il sort, 30 ans, on l'habille. Bonjour, bonjour. Félix, Raïb, Myriam, ouais. Ah, c'est vous, mes parents? Je n'ai pas tiré de gros lot, hein. Donc en fait, Hachem, il a fait que les enfants naissent petits. C'est pour quoi faire? C'est pour laisser aux parents le temps de grandir. Vous avez compris ou non? Parce que tu ne peux pas être gamin devant un gamin. Donc tu vas être obligé d'être adulte devant un gamin. Parce que si tu es gamin devant un gamin, ça devient un gagne. Gagner la dîme. Ouais. Des fois, j'ai des couples qui m'appellent. Ah, mais chérie, écoutez, le couple, il faut qu'on a. J'entends. J'ai attendez, madame, excusez-moi. Il est 9h30 du soir. C'est quoi les cris derrière? Ah, c'est les enfants, on n'arrive pas à les coucher. Chacun il fait sa vie, on n'est pas d'accord avec mon mari. Je dis à 9h30 du soir, les gosses, ils sont debout. Des gosses de 6 ans, 7 ans, 8 ans. Mais il faut leur donner 5 bonnes raisons d'aller dormir. S'ils ne comprennent pas, tu leur expliques 2 fois. Ça s'appelle les 10 commandements. D'accord? Comment le gosse, il... Ah, mais vous comprenez, il a du caractère, il n'arrive pas, il est... Moi, je vous dis que les enfants qui ne s'écoutent pas, c'est parce que les parents sont laxistes. Parce qu'on dit, c'est quoi le shalom? Mazé shalom, il dit, Kol echad bimkomo omed. Le shalom, c'est que chacun se tient à sa place. C'est-à-dire que si toi, tu es dans ton rôle de parent, les enfants, ils se mettent dans la position enfant. Mais si toi, tu te fais l'enfant, ouais, par exemple, tu dis à l'enfant, allez, il faut aller dormir, c'est l'heure. Ouais, mais si tu dis, allez, il faut aller dormir. T'entends la voix d'enfant là?
Donc l'enfant, lui, il a peur d'aller dormir, parce qu'il a peur. Comme il voit que tu as plus peur que lui, il n'arrive pas à dormir. Papa, t'as peur du noir? Mais non, j'ai pas peur, mais je suis fatigué, j'en peux plus. Ah, tu es en train de pleurer là, tu pleures. Lui, tu es censé le rassurer, et tu pleures. Rappelez-vous que le plus grand traumatisme d'un noyé, c'est de voir que le maître nageur est en train de se noyer. Tu te noies maintenant, il y a un mec à côté de toi en train de faire ah. Tu dis, tu te noies toi aussi, il dit non, moi je suis le maître nageur. Donc quand les enfants, ils voient les parents se noyer dans un verre d'eau, se prendre la tête pour des bêtises, se faire la gueule 3 semaines pour une rayure sur la voiture, il dit mais pourvu qu'ils meurent, qu'ils réfléchissent, d'accord? Cette logique-là, c'est quoi? C'est que l'enfant, il t'oblige à être adulte. Vous me suivez ou non? Donc ta femme, elle t'oblige à être un mari. Ton mari, il t'oblige à être une épouse. Le gars, il t'oblige à être un juif. T'es obligé. Oh, tu dis, oh, j'ai envie de faire un Chiyuv Hashem. Tu peux pas, t'es juif. Ah, mais quand même, c'est embêtant. Donc, grâce au goy, tu fais Chiyuv Hashem. Ouais. Donc, c'est-à-dire toute la vie, en fin de compte, c'est une espèce de système de compensation. Un, il compense l'autre. Comme la jambe gauche, la jambe droite. D'accord? Tu t'appuies sur la jambe gauche, tu reposes la jambe droite. Tu t'appuies sur la jambe droite, tu reposes la jambe gauche. Ben, l'homme, la femme, hop, hop, le bien, le mal, hop, le chaud, le froid. Toute la vie, c'est ça. Donc maintenant, quand on accepte ça, donc en fin de compte, qu'est-ce qu'on fait? On se met en situation de pouvoir s'adapter et donc de pouvoir tirer profit de la situation. Parce que pourquoi le bon Dieu t'a mis là? Maintenant, quand tu refuses la situation, tu perds 2 fois. Premièrement, tu ne grandis pas, puisque ce qui te fait grandir, c'est de l'adaptation. Et deuxièmement, tu ne tires pas l'enseignement que tu devais recevoir de cette situation. Mais le bon Dieu, il connaît le programme. Donc, dans la situation 23, tu auras besoin du niveau de maturité acquis par la situation numéro 4. Mais comme la situation numéro 4, tu ne l'as pas assumée parce que tu as dit que c'était la faute de l'autre, du coup, tu n'as pas reçu l'enseignement. Donc, quand tu arrives devant la 23, tu es perdu. Et c'est là que tu vas dire la phrase célèbre de tous les Brels, si j'avais su. Mais qui t'a empêché de savoir? Qui t'a empêché? La vie, elle est là. C'est que chaque étape de la vie, en fin de compte, elle te prépare à l'étape d'après. Chaque étape. C'est ce que tu as supporté. Toujours, on disait à la yeshiva, on disait, le limoud, c'est dans la chambre, les midot, c'est dans la chambre. Le limoud, c'est dans le Beth Midrash, dans la salle d'études, mais les midot, c'est dans la chambre. Parce que quand le gars, à 3h30 du matin, il commence à sortir tous ses sacs pour ranger sa chambre, je dis, mais on dort là. C'est vous, non? Quand tu te prends par un plat, tu sors 2 minutes, le mec il est en train de manger, tu es en train de bouffer ma bouffe. Oh, je l'ai vu, mais il a chamaïm, je dis, tiens, j'ai faim. Quand tu achètes le nouveau rasoir, tu le sors de la boîte, le mec il dit, je vais un chigour, tu me le prêtes, il te le casse. Tu dis, excuse-moi, mais là, je dois partir. Mais je ne l'ai même pas utilisé. C'est là que tu travailles tes midotes, pour faire des câbles en tungstène. Comme si vous, non? Pourquoi? Alors pourquoi tu travailles tes midotes à l'Yeshiva? Parce que le mariage, c'est la pire des épreuves des midotes. Les plus grands nerfs que tu vas avoir dans ta vie, c'est ta femme qui va te les faire. C'est ton mari qui va te les faire. Donc les gens intelligents, ils travaillent les midotes avant le mariage. Qu'est-ce qu'ils font les brels? Ils s'étonnent. Ah, je croyais pas du tout que ça serait comme ça. Et moi, je veux pas. Et il veut ramener la personne avant la date dans la semaine de réflexion. Mais tu peux pas, t'es marié. Donc en fait, la logique, c'est que il dit Kol akaas, toute la colère, Kol asin'a, toute la haine, Amerivot ve'aktatot, toutes les querelles, Ba'im mishum, elles viennent chez Kol echad ro'e et atzmo b'mavat shone, parce que chacun se voit avec une vision différente. Ou mema'en lir'ot et atzmo be'ene chavero, et il refuse de se voir lui-même avec les yeux de son ami. Vous me suivez ou non? Par exemple, quand tu parles, au lieu de t'énerver que l'autre ne comprend rien, ouais, tu devrais d'abord t'écouter pour voir si ce que tu dis, c'est compréhensible. Il y a beaucoup de gens, par exemple, ils disent un mot à la place d'un autre, ils disent une phrase à la place d'une autre. Après, ils te disent, moi, écoute, moi, je me comprends. Hein. Écoute, je sais pas si... je sais très bien ce que je dis, je sais très bien ce que je pense. Il dit, ok, mais communication, c'est communiquer, comme un. Donc, si tu veux qu'on comme unique, ou alors qu'on comme unique. Donc, si tu veux communiquer, il faut qu'on se comprenne. Donc, il faut qu'on ait un langage commun. Le langage commun, c'est quoi? C'est qu'on parle la même langue. Alors, moi, je vois des gens, ils te disent, écoutez, Rav, on est d'accord sur rien. C'est impossible.
Il dit, écoute, on est d'accord sur rien. L'éducation n'est pas d'accord, la religion n'est pas d'accord, la façon de voir, le truc, les Tunisiens, les Marocains, les Ménaguim, l'éducation, la façon de voir, les nerfs, les stress, les... Je dis, mais attendez, tu sors dans la rue, un clochard, cambodgien, à moitié bourré et schizophrène. D'accord? C'est que le gars, il est perché, mais plus que le corbeau. D'accord? Tu t'assois à côté de lui, au bout d'un quart d'heure, il te dit, oui, aujourd'hui, enfant, pas éduqué, enfant, pas éduqué. Toi, tu dis, oui, mais peut-être que les parents, ils font pas ce qu'ils ont à faire. Il dit, oui, c'est ça le problème, c'est les parents. Tu m'expliques comment un mec, cambodgien, bourré, schizophrène, au bout de 5 minutes, vous arrivez à trouver une idée commune, et l'autre, 23 ans de vie commune, 6 enfants, et on est d'accord sur rien. C'est bizarre, non? Comme si c'était une mitzvah d'être khmar. Comme s'il y avait des chassidim de la hmarout. Mais tu vas t'arranger. Le client japonais, tu t'arranges avec lui. Tu trouves un mot pour faire passer le truc, et l'autre, non. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Il dit, kola kaas, kola sin a. C'est quoi la sin a? La haine. Mais sin a, j'ai dit ça plusieurs fois dans les cours, je ne sais pas dans quelle mesure. Est-ce que vous êtes des redoublants? C'est que sin a, en hébreu, ça veut dire la haine. Et au niveau phonétique, ça ressemble à shnaim. Ouais. Shnaim, c'est 2. Donc en fait, la haine, c'est le dossier justificatif de la fracture. Parce que la Torah a dit, Lotisna et achicha, tu ne haïras pas ton prochain. Et comme sin'a, ça veut dire 2, donc lotisna, ça veut dire ne fais pas 2 avec l'autre. Mais la Torah a dit, ve'a'afta le'reacha kamocha, tu aimeras ton prochain. Et a'ava, l'amour, c'est la même valeur numérique que echad. 1. D'accord, c'est 13. Donc ça veut dire qu'en fait, ve'a'afta, ça ne veut pas dire que tu aimeras. Pas du tout. Ve'afta, ça veut dire que tu feras 1 avec l'autre. Ça va? Maintenant, on a remarqué que les gens qui font 1, ils finissent par avoir des sentiments communs. Parce que tu fais 1 dans la tête, on se comprend. Tu fais 1 dans le cœur, on se ressent. Tu fais 1 dans le corps, on profite. Ouais. C'est ça, ve'afta. Mais les gens, ils ne font pas ça, eux. Ils font 1 avec eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, ils disent « je t'aime », mais en fait, ils s'aiment. C'est-à-dire, moi, je m'aime en ta présence, et toi, tu t'aimes en ma présence. Maintenant, tu sais pourquoi je t'aime? Parce que quand tu me dis « je t'aime », tu me confortes dans l'idée que j'ai de m'aimer. Et je m'adore. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire qu'en fait, les gens, tu crois qu'ils sont ensemble, alors qu'en fait, ils sont célibataires, mais dans la même maison. Déjà, au niveau de l'intimité, c'est très compliqué, parce que toi, tu te sers du corps de l'autre pour te faire plaisir à toi, et l'autre se sert de ton corps pour se faire plaisir à elle. Donc, c'est presque la masturbation accompagnée. C'est pas normal. Non, toi, tu dois aimer l'autre, donc je, c'est toi, T apostrophe, c'est l'autre, M, c'est ce qui vous relie. Ça va? Maintenant, quand tu n'es pas dans cette dynamique active de faire 1 avec l'autre, fais attention, parce que tu vas être dans la dynamique active de faire 2 avec l'autre. Maintenant, c'est impossible de entretenir la fracture et espérer la soudure. Donc les gens, ils sont comme ça, ils disent, je comprends pas, écoutez, Rav, je parle, je lui dis, mais fais ce que je te dis, accepte-moi comme je suis, fais-moi plaisir, va dans mon sens, et tu verras, tout ira bien. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est que toi, tu n'as pas compris que ce qui vous relie, c'est les changements que tu es prêt à faire pour l'autre et les changements que l'autre il est fait à faire pour toi. C'est pour ça qu'on dit que pour créer un amour commun, il faut détruire 2 amours propres. Mais les gens, ils cultivent l'amour propre et ils se tentent qu'ils n'ont rien en commun. Maintenant, de la même manière que tu dois le faire avec ta femme, tu dois le faire avec ton mari, tu dois le faire avec tes enfants, tu dois le faire même avec Hachem. Vous savez qu'Hachem est divin. L'homme ne l'est pas. Vous savez ça? Ouais. Maintenant, toi, tu vas faire des sacrifices pour te rapprocher de Dieu. Et Dieu, par effet miroir, il se rapproche de toi. C'est pour ça que vous verrez toujours que les gens qui se sentent loin de Dieu, ouais, en fait, ils sont déjà loin d'eux-mêmes. Maintenant, les gens qui se sentent loin des autres, ils sont loin d'eux-mêmes.
Les gens qui n'ont pas confiance dans les autres, ils n'ont pas confiance en eux. Les gens qui n'arrivent pas à respecter les autres, ils ne se respectent pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hachem, il a créé le miroir pour se regarder dedans. Maintenant, de la même manière que toi, tu dois fusionner, attention, avec l'enfant qui est devant toi, et tu dois fusionner avec ton conjoint, en fait, tu dois aussi fusionner avec toi-même. Ça s'appelle en français être soi-même. Le même que soi. Les Chachamim disent Toho Kebaro. D'accord? Donc tu dois apprendre à t'aimer, apprendre à te connaître, apprendre à t'apprécier, apprendre à te respecter, apprendre à t'améliorer. Il faut faire ce qu'on appelle, dans la pensée Benchetrital, de la musculation existentielle. Travailler les midotes. D'accord? Tu travailles la patience, tu travailles la réflexion, tu travailles la... C'est normal. Moi, par exemple, j'étais très cartésien. Donc, j'ai beaucoup travaillé le chesed. Parce que sinon, j'allais devenir un monstre. Des gens qui sont très émotionnels. Tu sais, écoute, je suis très émotionnel. Je suis très émotionnel. Alors là, je suis émotionnel. Alors, c'est pour ça que le bon Dieu, il a donné un cerveau pour limiter les écarts du cœur. Il a donné un cœur pour humaniser le côté structurant du cerveau. Même Pascal, il a dit, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Donc tu dois être très raisonnable et très sensible. Et après, les deux, ils vont s'adapter. De la même manière, Abraham, il était chesed, Yitzhak, il était rigueur, et Yaakov, il est harmonie. C'est ça l'harmonie. Ouais. Maintenant, toi, tu as un cœur, tu as un cerveau. Il y a un homme et une femme. Donc on est les deux. Maintenant, l'homme, il n'a pas la même vision que la femme n'a pas la même vision que l'homme. C'est pour ça qu'on doit épouser quelqu'un d'un autre sexe. Ça va? Maintenant, quand toi tu dis, elle dit des bêtises, mais tu n'as pas compris. Numéro 1, la moitié de ta neshama, elle est chez elle. Donc quand tu la traites de khmara, en fait, c'est toi que tu traites de khmara, puisqu'elle est ta moitié. D'accord? Et deuxièmement, la vision féminine, elle vient compléter la vision masculine. Comme la vision masculine, elle vient compléter la vision féminine. C'est comme si tu disais, c'est comme si la Midat Hadin, elle disait, ouais, la Midat Hachamim, c'est des bêtises. Mais non, il faut les deux. Ouais. Quand je vous il a créé le monde, Shataf Vekadam, Midata Hamim et Midata Din. Il a fait précéder et il a associé la miséricorde avec la rigueur. Pourquoi? Il fallait faire que de la rigueur. Allez, on sera tous des nazis. Tu dis non, il faut faire que de la miséricorde. On sera tous des homos. Non, il faut un mélange. Un qui régule l'autre. Comme dans une voiture. Dans une voiture, il y a la direction qui est très rigoureuse. Et là, les amortisseurs qui sont très mous. Maintenant, quand tu prends un virage, écoute-moi bien, si tu n'as pas la direction, tu ne peux pas tourner. Mais si tu n'as pas les amortisseurs, tu sors de la route. Maintenant, c'est quoi la direction? C'est la structure mentale qui doit être très puissante. Tu es condamné à être très intelligent, très cartésien, très profond. Ouais. Mais à part ça, il faut que tu aies des midotes incroyables. Maintenant, comme on n'est pas tous nés avec l'équilibre, Asher bara Elokim la rasot, donc en fait, on passe notre vie à combler les manques dans lesquels on a été créé. Vous suivez ou non? Donc la fille qui manque de confiance en elle, elle va rencontrer quelqu'un, soit qui a très confiance en lui, donc elle épouse son père, soit elle épouse quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, et elle va lui donner la confiance. Comme elle lui donne la confiance et qu'on ne peut pas vendre ce qu'on n'a pas en stock, du coup, elle est obligée d'avoir la confiance en elle. Voilà, ça s'appelle la complémentarité. D'accord? Maintenant, moi, tout ça, ce que je vous dis, ce que j'ai dit par rapport au conjoint, en vérité, c'est la même chose par rapport à soi-même. Vous me suivez ou non? Parce qu'en moi, il y a quelqu'un qui veut faire l'enfant, et en moi, il y a quelqu'un qui veut faire l'adulte. En moi, il y en a un qui a envie de réagir de manière superficielle, et à l'intérieur, il y en a un qui a envie de prendre du recul, un qui a envie de réfléchir, et l'autre qui a envie d'être impulsif. Donc les deux, ils s'autorégulent. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas la réflexion, tu vas faire que des bêtises. D'accord? Mais s'il n'y avait pas le côté impulsif, tu ne ferais rien du tout, tu passerais ta vie à réfléchir. C'est pour ça que les intellectuels sont atteints d'une maladie très grave. Moi, je sais, j'en ai fait partie. Ça s'appelle l'indécision. Oui, parce que le Brel, il ne peut pas envisager deux solutions, donc il n'hésite pas. Mais le Chacham, lui, il envisage tellement de solutions qu'il n'arrive pas à se décider. On peut faire ça, on peut dire ça, on peut dire ça, on peut dire ça. C'est pas évident. Et si je fais pas le bon choix, et si je me trompe, et si j'ai réfléchi trop vite, et s'il manque des éléments, il fait rien du coup. Mais alors réfléchissez bien. Il y a le moi extérieur, le moi intérieur. Le moi extérieur, il est devant la réalité, d'accord?
il est devant le loyer à payer, il est devant l'échéance de l'examen, il est devant le beau-père qui pose des questions, il est devant le rave qui lui dit où tu en es. Donc il est obligé de répondre, parce qu'il est dans le temps et dans la matière. Mais le moi intérieur, lui, il est dans les vapeurs, il est dans les souhaits, il est dans l'imagination, il est dans le demion, ouais. Il est dans les vitamines illégales. Donc, comment les deux ils fonctionnent? C'est pour ça qu'une idée que tu peux mettre en place en 14 secondes aux toilettes, il va falloir 14 ans pour la mettre en place dans la réalité. Le mec aux toilettes, en 14 ans, en 14 secondes, le produit, le design, le mode de développement, le concept, le logo, le nom de la boîte, les investisseurs, la ligne de développement, le nombre du personnel, le prix qui gagne, la marge ascendante, ouais, la marge, tout ce qui, après l'investissement, le retour sur investissement, l'immobilier qu'il a fait et la bourse qu'il a fait avec le cash qu'il a reçu du produit et il n'a même pas encore créé le produit. Tout ça en 14 secondes, tu peux le faire si tu as un cerveau bien fait. Ouais. Mais pour le mettre dans la réalité, d'accord? Mise en place, bureau d'études, développement, pénétration du marché, rentrer dans le marketing, développer la bonne manière, trouver le système, avoir les bons acheteurs, trouver le système de fabrication. C'est long. Donc en fait, la réalité, elle est très très dense. Mais la pensée, elle est très vaporeuse. Maintenant, il y a des gens qui sont des exécutants, donc eux, ils sont que dans le moi extérieur. Il y a des gens, ils sont que dans la réflexion, que dans la théorie, d'accord? Donc, les théoriciens, ils sont handicapés de l'action, et les gens de l'action, ils sont handicapés de la réflexion. Donc, il dit, allez, on y va. C'est comme un enfant, tu dis, bon, allez, on fait un exercice de maths. Allez, il va. 14 enfants, 12 cartables, 6 cahiers. Ah, j'ai compris. Alors, il faut diviser. T'as lu l'énoncé? C'est qu'on apprend aux enfants à lire un énoncé. D'accord? Eh bien, la vie, c'est un énoncé. Alors, lis l'énoncé avant de te jeter dans l'exercice. Lis l'énoncé avant d'épouser la personne. Lis l'énoncé avant de faire un gosse tous les ans. Lis l'énoncé. Parce qu'après, tu dis, je suis perdu. Je comprends pas comment le résultat peut être faux. Alors, j'étais sûr de moi. Mais est-ce que tu as lu l'énoncé? À l'époque, je ne sais pas si c'est comme ça aujourd'hui, mais moi, à mon époque, quand on faisait hors sujet, on avait 0. Une disserte hors sujet, 0. Tu dis, attends, j'ai mis 14 pages. Hors sujet, 0. Alors, si hors sujet, 0, alors hors sujet dans la vie, combien? C'est bien, non? Toi, tu es convaincu que c'est ton mari qui a tous les torts. Tu es hors sujet. Toi, tu es convaincu que si vous aviez fait l'ALIA, ça serait bien passé. Tu es hors sujet. Ouais. Toi, tu es convaincu que ta femme, elle est idiote parce que sa mère, elle est folle et que son grand-père, il était... Tu es hors sujet. Hors sujet, 0. Ah, mais non, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Moi, j'ai l'habitude d'écouter les gens. Ouais. Je lui dis, mais JH2, ça veut dire jeune Khmal au carré. Tout le temps que ça t'a pris pour créer ce dossier, pour légitimer ton échec, c'est exactement le même qu'il aurait fallu pour trouver des solutions. Parce que les gens, ils viennent avec des dossiers. Hein. C'est une marque connue chez Exaconta, ça s'appelle Sacom. D'accord? Le mec, il vient, expert comptable, il dit ramène chez Trit. On s'est marié le 15 mai. 16 mai, 17h, manque de respect. 18 mai, chez ma mère. D'accord? Elle dit Shabbat Shalom. 21 mai, je lui dis appelle pour dire bon anniversaire. Elle veut pas, elle s'entête. Ok, c'est vrai qu'elle était déjà morte, mais bon. D'accord? Je lui dis dis-moi, tu as 23 ans, comme ça, tout marqué, tout est noté. Tout est noté avec preuve à l'appui. Je dis, mais ça t'a pris un temps fou pour fabriquer ça. Ah, je dis, ça veut dire qu'en fait, tu prépares ton divorce depuis le début de ton mariage. En fait, la logique, c'est ça. La logique, c'est que les gens qui ont des problèmes, ils cherchent des solutions. Mais il y a des gens, quand ils ont des solutions, ils cherchent des problèmes. Vous suivez ou non? C'est un syndrome en thérapie, ça s'appelle le laxatisme. C'est des gens qui sont laxatifs. Ça veut dire qu'ils génèrent chez l'autre un besoin pressant d'aller aux toilettes.
Des fois, tu vois le numéro qui s'affiche, tu dis, oh, excusez-moi, il faut que j'aille aux toilettes tout de suite. Je dis, mais il arrive vraiment à te faire... extraordinaire. Maintenant, quand tu réfléchis, une fois, j'avais une dame comme ça au téléphone, je ne savais plus quoi faire. J'ai expliqué, vous savez, il ne faut pas insister, il ne faut pas le saouler, il faut arrêter de lui demander des comptes, et pourquoi tu as fait ça, et pourquoi tu n'as pas fait ça, et pourquoi. Et quand tu fais du bien, pourquoi tu as fait du bien, pourquoi tu as fait du mal, et quand tu n'es pas là, pourquoi tu n'es pas là, et quand tu es là, qu'est-ce que tu fous là? À la fin, je ne savais plus quoi faire pour lui expliquer. Vous savez, vous mettez la pression, vous le stressez, après vous dites qu'il vous ment, mais en vérité, vous lui mettez la pression. Une personne, quand vous lui mettez la pression, elle devient hypocrite, quand vous lui faites confiance, elle devient mature. C'est un choix. Donc, quand vous n'avez pas confiance et que vous mettez la pression, l'autre il ment, après tu dis, ouais, tu t'as menti, je t'ai attrapé que t'es un menteur, de toute façon vous êtes tous des menteurs, toi, ta race, ta famille, ta... À la fin, je ne savais plus quoi faire, je lui ai dit, écoutez madame, vous êtes chiante. Elle comprenait rien. Je lui fais gentiment, je lui explique, je lui fais des schémas. Je lui dis, vous êtes chiant. Mais je lui dis, il faut changer de métier. Elle était DRH, je lui dis, il faut vous lancer dans la lutte contre la constipation, vous avez des capacités. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est extraordinaire. Je dis, mais venez chez moi quand je ne suis pas bien, vous restez devant la porte des toilettes. Ça va m'aider, rien que parlez-moi, ça va aller. J'exagère en fait, hein. Mais si peu. Donc c'est ça l'idée. C'est que la personne, elle ne se rend pas compte. Maintenant qu'il est parti de la maison, maintenant qu'il a fait une dépression, elle dit, bon, peut-être que je l'ai saoulé, peut-être que... Mais c'est ta faute. C'est-à-dire même pas une demi-seconde de remise en cause. C'est marqué ici. Kol asin'a. Toute la haine. Et on a dit la haine, c'est quoi? C'est la fracture. Maintenant, quand toi, tu t'étonnes et tu te choques que genre on ne se comprend pas, on n'est pas sur la même longueur d'onde, on ne parle pas la même langue, ouais, on n'est pas fait pareil, on n'a pas eu la même éducation. Mais je ne crois pas que tu m'aimes. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu aimes chez moi, puisque tout ce que je suis, ça t'énerve. Et aimer, c'est faire un. Donc vous avez compris que aimer, ce n'est pas un sentiment. Aimer, c'est une dynamique volontaire de faire un. Maintenant, quand il y a une dynamique volontaire de faire un, ça crée un sentiment qui s'appelle amour. C'est comme vous avez un fil ici, un fil ici. Vous les voyez les deux. Un fil ici, un fil ici. Ils sont bien. Et après, tu les lis, et le courant, il passe. Je comprends, ils étaient là depuis toujours, ils ont toujours été là. Oui, mais c'était pas relié. Ben, c'est exactement pareil. Si toi, tu me maintiens à distance, et moi, je te maintiens à distance, et ça, tu te maintiens à distance avec les études, parce que tu es complexé. Toi, tu maintiens à distance avec le business, parce que tu n'as pas le courage. Ouais. Si toi, tu maintiens à distance avec ton patron, parce que tu as honte. Toi, tu maintiens à distance avec ton père, parce que tu n'oses pas parler. Tu maintiens à distance avec ton mari, parce que ça t'énerve. Donc, mais toute cette distance, quelle que soit la raison de cette distance, elle a fait qu'il n'y a pas de communion. Après, maintenant tu viens, t'es stupéfait des non-résultats obtenus sur un non-travail. Vous me suivez ou non? C'est choquant. Moi, je vous dis, des fois, moi, je ne reçois plus les gens, c'est trop fatigant. Mais je recevais, on racontait ta. On dit, Rav, qu'est-ce que vous en pensez? Je peux vous dire la vérité? Il dit, allez-y, on est là pour ça. Je dis, on verra. C'est comme quelqu'un, tu lui dis, écoute, tu es entrepreneur, ok, moi je veux un pavillon, d'accord, combien ça coûte? Et qui dit 400 000 euros, ok, tu prends 400 000 euros, tu lui donnes. À la belle époque, au sentier, en cash, d'accord? Évidemment, premier jour, ils font livrer les parpaings, ils font livrer les sacs de ciment, les sacs de colle, les sacs de trucs, tous les vis, les interrupteurs, la charpente, tout est là. Waouh! Le mec, il dit, tu reviens dans un an. On a fait le gros œuvre. 6 mois après, les finitions. Ok. Et toi, tu l'appelles, où ça en est? On a creusé le trou. Où ça en est? On a fait on a mis les fondations. Où ça en est? On a monté la charpente. Où ça en est? On a fermé les fenêtres. Où ça en est? On est en train de choisir la couleur des interrupteurs qui aillent bien avec la peinture. Ok. Elle me dit, ça ne dérange pas si je viens? Bien sûr, viens. Le mec, il vient, il voit les parpaings, il voit les sacs de ciment, il voit les sacs de colle, ils sont là. Il dit, mais je crois pas, je crois que vous en étiez aux interrupteurs. On en a aux interrupteurs. Mais on n'est pas d'accord sur les interrupteurs. Et on n'est pas d'accord sur les fondations. Et on n'est pas d'accord sur la charpente. Mais, Yabrel, vous avez rien fait. En fait, les gens, ils font rien. Pourquoi? Parce qu'ils passent leur vie à accuser l'autre de ce qu'ils auraient dû faire. Vous suivez ou non? Donc le mari, il va dire à sa femme, t'es pas une fille bien. La fille, elle va dire à son mari, tu fais pas ce que tu as à faire. Mais je t'ai dit que Shalom Zekol Echad Bimkomo Omed. Chacun se tient à sa place. C'est-à-dire que toi, tu fais ce que tu as à faire,
C'est pas ton problème si l'autre il fait pas ce qu'il a à faire. Maintenant, toi, en vérité, t'es flemmard. Donc, pour pas faire ce que tu as à faire, tu légitimises en disant, mais l'autre aussi, elle fait pas ce qu'elle a à faire. Et ça fait deux Brel. Du coup, vous allez tous vous mettre à chanter Frère Jacques, le chant du ralliement des Brel. Ouais, Jacques Brel. Donc, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Toi, tu dois être un bon parent, même si l'enfant ne suit pas. Toi, tu dois être un bon patron, même si l'employé ne suit pas. Toi, tu dois être un bon vendeur, même si le client ne suit pas. Toi, tu dois être un bon serviteur de Dieu, même si tu ne comprends pas ce qu'il veut le bon Dieu. Et toi, tu dis non, je vais conditionner ma teshuva en fonction des résultats que Dieu va me donner. Comme des fois, le pire que j'ai vu, moi, le mec, il a trompé sa femme. Ça peut arriver, des fois, les gens, ils n'arrivent pas à se situer, ils se trompent d'étage. Et puis, il prend conscience de la gravité, en général, quand il se fait attraper. Et après, ils viennent en rendez-vous et tout ça. Et puis, bon, moi, je dis, écoute, si c'est arrivé, il y a deux problèmes. Premièrement, votre couple n'est pas construit. Deuxièmement, toi, tu es un malade mental. Il dit, oui, c'est vrai. Donc, tu dois faire tes chouvas. Tu te fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Le mec, il me dit, ok, mais et si ça marche pas? Je dis, j'ai pas compris. Je te dis, tu es un malade mental. D'accord? Il me dit, oui, mais si ma femme, elle me montre pas qu'elle est d'accord. Et qui dit qu'elle m'acceptera à la maison après? Alors, à quoi ça sert tous les efforts que je vais fournir? Mais je lui dis, mais de toute façon, tu es mort. Je te propose triatamétim. Toi, tu me dis, est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue? Mais peut-être que la meilleure chose que tu as fait dans ta vie, c'est de mourir. C'est pas grave. D'accord? Je dis, alors maintenant, toi, personnellement, tu as un problème, tu es coléreux. Toi, tu as un problème, tu es hystérique. Toi, tu as un problème, tu es une menteuse. Toi, tu as un problème, tu es méchante. Donc, tu dois régler ton problème de méchanceté. Ça n'a rien à voir avec ton mari. Toi, tu dis, oui, mais alors, si je fais tous ces efforts et que finalement, ça ne marche pas. Un petit peu, non? Le niveau, moi j'ai pas fait d'études de psychologie, mais heureusement qu'à l'époque, je regardais toutes les émissions sur la zoologie. Parce que tu vois des comportements animal. Bah oui, parce que quand le ani, il se mélange avec le mâle en toi, ça s'appelle animal. Tu dis, mais t'as réfléchi avant de parler là? T'as réfléchi avant d'agir? Ça, c'est une réflexion d'un homme de 40 ans? Ça, c'est une réflexion d'une maman, ça? Tu t'écoutes parler? Ouais, mais savez pas, vous ne connaissez pas. Ah, j'en peux plus. Arrête. Ouais, mais c'est pas. Arrête. N'oubliez pas qu'avec un petit morceau de savon comme ça, on peut remplir la salle de bain de mousse. Ça s'appelle la polémique, ça s'appelle la prise de tête, ça s'appelle la mal-être, ça s'appelle la souffrance. Arrête. Souffrance, je te mets une baffe, t'as mal. Ok, si t'as mal 2 ans après, c'est que tu l'entretiens. Viens, on passe à autre chose. Non. Jamais je pourrais oublier. Alors toi, t'es trop marrant. Pendant 15 ans, tu savais pas que tu existais. Au bout de 15 ans, tu as compris que tu existais en t'éclatant un bouton sur la glace. Après, tu as eu le problème du sexe opposé. Pendant 6 ans, tu étais troublé. Ouais. Après, tu t'es marié. Pendant les 10 premières années, tu as pensé que c'était la faute de l'autre. Pendant les 10 d'après, tu as pensé que c'était à cause de ses parents. Et pendant les 10 d'après, tu as pensé que le Rav ne t'avait pas compris. Mais quand est-ce que tu as vécu, toi? C'est pour ça que j'ai dit à des gens, ne faites pas tes chouvas, mais faites une thérapie. Parce que vous êtes malade. Vous êtes des malades. Tu dis non, on n'est pas des malades. Alors t'es pas un malade, alors conduis-toi comme quelqu'un de normal. Allez, assume, fais ce que tu as à faire. Parce que si moi je marche dans une expression canine, tu sais, des fois les chiens, ils ont un côté artistique comme ça, ils te pondent une œuvre d'art en pleine rue. Ça s'appelle d'ailleurs des artistes de rue. Ça s'appelle du pop art. C'est vrai, tu vois, ils vendent ça 50 000 $. Tu dis, mais c'est vraiment de la merde. Et bon, s'il y a des idiots pour acheter, hein, c'est pas grave. Quand tu penses le pauvre Léonard de Vinci, il s'est esquinté avec l'autre, il fait Canada, il est 100 000 $. Oh là là. Attends, tu peux pas rajouter une signature? Ouais, vas-y. Ils sont contents. C'est pas grave, puisqu'il y a des fous pour acheter. Donc, la même idée que toi, tu as marché dedans. Ok, tu as marché dedans. Ok, ça porte bonheur. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Normalement, tu t'arrêtes. Tu te mets le pied dans le caniveau. Tu mets de l'eau. Tu prends un bâton si tu as fait la bêtise d'acheter des chaussures avec des creux. Et après, tu avances. Non, toi, tu dis non, je marche dedans. Je ne m'essuie pas. Et je continue à marcher avec. Et j'en mets partout. Et je rentre à la maison et j'en mets partout. Et tout le monde va sentir que j'ai un problème. Non. T'as la tienne, j'ai la mienne.
chacun la sienne. Pourquoi tu m'imposes la tienne? C'est pour ça que j'ai dit, vous savez pourquoi est-ce que les toilettes et la salle de bain, c'est des endroits où on va seul? C'est vrai. Même quand c'est marqué toilette publique, il y a une seule cuvette. Il n'y a pas deux, trois avec des journaux, un téléviseur, des sandwichs. Non. C'est les toilettes. Ah, tu as marqué toilette publique? Ah non, monsieur. C'est une seule personne dans les toilettes. D'accord? La salle de bain, c'est pareil. Tu vas à la salle de bain, tu rentres seul. Même les Suédois qui sont très très cool, ouais, mais ils rentrent pas à 36 dans la salle de bain. Même ton fils, sa mère, elle dit bon, je rentre mon fils, laisse la porte ouverte, je vais te frotter le dos. Tu dis maman, j'ai 28 ans, tu te détends là. Tu dis bon, ouais, je change ma couche tout seul. D'accord. Donc maintenant, pourquoi est-ce qu'on rentre aux toilettes seul et pourquoi est-ce qu'on rentre à la salle de bain seul? Alors ça aussi, c'est un grand principe de la pensée benchetrital, c'est que les endroits où tu te débarrasses de ta crasse, tu n'es pas obligé d'inviter les gens que tu aimes. Aussi bon. Moi j'ai de la crasse, toi aussi tu as de la crasse. Toi aussi tu as des mauvaises midotes, toi aussi tu as des mauvaises midotes. Mais tes mauvaises midotes, tu les travailles toute seule. Tout seul. C'est pas que tu prends tes mauvaises midotes et tu dis tiens, j'ai des mauvaises midotes. Tiens, j'ai des mauvaises midotes. Tiens, j'ai envie de vomir. Quand je vomis sur quelqu'un, ça me soulage plus. Tu veux vomir? Va aux toilettes. Tu es énervé, tu téléphones à un psy, tu paies 80 €, tu te défoules. Non, tu dis non, sur ceux que j'aime, je les découche, je les écœure de moi. Non. Moi, je vois mes parents, mon père, Zichron Ibracha, il y a des souffrances, il y a eu des déceptions, il y a eu des malheurs, il y a eu la maladie, il y a eu le cancer. Jamais il s'est plaint. Jamais. Ouais. Nous, le mec, il trouve pas une place pour se garer, il fait la gueule une semaine. Il rate son permis, 50 dépressions. Déception sentimentale, jamais je me marierai. Enfin chérie, t'as 12 ans. C'est bizarre la génération. Ouais. Mais l'idée c'est ça. L'idée c'est de dire, est-ce que j'ai envie de faire un ou j'ai envie de faire deux? Maintenant encore une fois, il n'y a pas de différence entre faire deux avec la réalité, ça s'appelle le déni de réalité, faire deux avec le conjoint, ça s'appelle augmenter la fracture, faire deux avec les enfants, genre on n'est pas sur la même longueur d'onde, faire deux avec le client, de toute façon il ne sait pas ce que je veux, ouais, faire deux avec soi-même, il n'y a pas de différence. C'est pour ça qu'on peut être en haine de soi-même. C'est pour ça qu'on peut être en colère envers soi-même. C'est ce qu'il a dit. Kolakaas, parce que qu'est-ce que c'est la colère? La colère, c'est une mauvaise gestion du flux d'énergie existentielle. Bon, je vais vous l'expliquer en français. L'aneshama, c'est comme un compresseur. D'accord? Le compresseur, il est branché sur un tuyau qui est très dur. Ce tuyau, au bout, il sort l'air comprimé. L'air comprimé, tu le branches sur le marteau-piqueur. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? D'abord, tu branches au marteau-piqueur, après, tu allumes le compresseur. Parce que si d'abord tu allumes le compresseur, après, tu n'arrives pas à rentrer dans l'ouverture du marteau-piqueur. Vous suivez ou non? Eh bien, la Neshama, elle produit une énergie très très puissante, qu'on appelle vulgairement la vie, qui s'appelle aussi la volonté. La volonté, tu dois la maîtriser, tu dois l'orienter, tu dois la concentrer, et tu dois la mettre pile dans ton projet, pile dans ta parole, pile dans ton couple, pile dans ta famille. Mais si toi, tu n'y arrives pas, pourquoi? Parce que tu viens avec ta volonté, mais le projet n'est pas là. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu t'énerves. Ouais. Tu dis quelque chose dont tu n'es pas d'accord, automatiquement. Pourquoi tu exploses? Tu sais pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est de l'air comprimé. D'accord? Parce que en hébreu, ruach, ça veut dire l'air. D'accord? Mais ruach, ça veut dire aussi l'esprit. Par exemple, vous savez que les avions, à réaction, volent sur l'air. Vous savez ça? Non, pas ils volent dans l'air, ça c'est évident. Ils volent sur l'air. C'est-à-dire qu'en fait, le réacteur, qu'est-ce qu'il fait? Il prend de l'air qui est dans une pression normale et il augmente la pression à la sortie. Donc en fait, l'air en dessous de l'avion, il est plus dense que l'air au-dessus de l'avion. Donc en fait, l'air, il monte en s'appuyant sur l'avion, sur l'air qu'il est en train de condenser par en dessous. Ça s'appelle un avion à réaction. D'accord? Ben, c'est comme l'air comprimé. L'air comprimé, c'est pareil. Maintenant, réfléchis. Si l'air, ça représente l'esprit, et l'esprit,
C'est ce qui permet de maîtriser la volonté. D'accord? Donc avec l'air comprimé, on peut tout faire. Par exemple, là, il y a un mur. Imagine, c'est un mur. Tu dis, attends, c'est un mur porteur. Attention, c'est pas n'importe quoi, c'est un mur. Ok. Maintenant, moi, je prends un tuyau très très solide et je le plante bien dans le mur. D'accord? Et après, je mets un bouchon de l'autre côté. Il y a le mur d'un côté et le bouchon de l'autre. Et qu'est-ce que je fais? Je fais rien. Rien que je pousse l'air qu'il y a dedans. Je fais rien. Ni je mets une perceuse, ni je mets de l'acide, ni je mets une grenade. Rien. Je pousse l'air qui est dedans. Et bien, l'air qui est dedans, il va faire tomber le mur. Ça s'appelle de l'air comprimé. Vous me suivez ou non? Et bien, l'air comprimé s'appelle la concentration, s'appelle la conviction, s'appelle la achlata, s'appelle la décision. Maintenant, on dit achlata zechatzi asiya. La décision, c'est la moitié de la réalisation. Maintenant, les gens, ils te disent, oui, vous savez, Rav, j'arrive pas à réaliser. C'est à cause de l'Ainara, je suis trop en avance sur le marché, personne ne me croit, la banque m'a pas suivi. Je dis, mais toi, t'as décidé? La vérité, non. Je suis pas vraiment convaincu, je m'espère que ça va se faire, mais j'ai du mal à m'investir, au fond, j'ai pas confiance en moi, au fond, qu'est-ce que tu veux, si l'air, il n'est pas comprimé, il peut pas faire tomber l'immeuble. Mais si l'air, il est comprimé, ça s'appelle je veux, ouais, tu vas faire tomber l'immeuble. Parce que Endavar Omed Bifna Ratson, il n'y a rien qui tient devant la volonté. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? On est entre nous. C'est faux. Il y a des gens, tout le monde est rempli de volonté. Les trois quarts des gens, ils n'arrivent pas à accomplir leur volonté. Il y a juste une petite nuance. C'est que la volonté qui peut tout repousser, c'est la volonté intérieure. Celle qui vient de la Neshama. Celle-là, elle est infinie. Le problème, c'est que cette volonté, quand elle passe par un psychique qui est ramolli, par un corps qui est trop matériel, et par un appareil d'expression qui manque trop de confiance en lui, quand elle arrive à l'extérieur, elle est halasha, elle a perdu toute la force. Donc cette volonté qui démarre à 30 000 watts, elle arrive à l'extérieur 0,02 ampères. Est-ce que vous savez ce que c'est 0,02 ampères? Vous savez ce que c'est? C'est l'électricité qu'il faut pour allumer le voyant lumineux de la chénifie. Vous savez quand vous allumez une chénifie ou une machine à laver, il y a un petit truc qui s'allume. Ça, ce petit truc-là, ça consomme 0,02 ampères. C'est sûr qu'avec ça, tu ne peux pas démarrer une voiture. Hein. Ben, c'est exactement pareil. C'est comme si, à l'intérieur, le mec, il a 30 000 watts, mais à l'extérieur, il a 0,02 ampères. D'ailleurs, tout le monde le dit, c'est vraiment pas une lumière. D'accord? Mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'en fait, la force, c'est de réussir à garder la puissance originale jusqu'à l'extérieur. Vous suivez ou non? Ça s'appelle la spontanéité, ça s'appelle la concentration, ça s'appelle l'impulsion première, ça s'appelle la volonté intime, ça s'appelle le ratson. C'est ça, ratson. Parce que ratson, c'est Milachon Ratz. Qu'est-ce qui te fait courir? C'est le ratson. Mais s'il n'y a pas de ratson, c'est comme les gens qui te disent, écoutez Rav, on a le produit, on a l'opportunité, on a le client, on a la banque, mais on n'a pas la volonté. Mais s'il n'y a pas la volonté, c'est comme un cadavre. Vous savez ce que c'est un cadavre? Un cadavre, c'est un mec vivant que la Neshama a quitté. Maintenant, quand il manque la Neshama, le corps, il est mort. Vous le comprenez ça ou non? Oui, non? Oui. Donc quand il n'y a plus la motivation dans le business, il est mort. Quand il n'y a pas l'amour et la confiance dans un couple, le couple, il est mort. Tu dis, mais attends, mais, ok, mais écoute, on a 20 ans pour construire la maison, c'est dommage de divorcer. En plus, maintenant, on a la cuisine Roche-Beaubois. Elle dit, mais chérie, mais je t'aime plus. Je t'aime plus. Tu m'as trompé, tu m'as menti. Je t'aime plus. Bah, écoute, c'est des détails, ça. Faut pas s'attacher à des bêtises. C'est comme si un gars, il est mort. Il dit, ok, je suis mort, mais je suis riche. Oui, mais t'es mort. Oui, mais je suis riche. Je suis mort riche. Donc il est vivant, mais pauvre. Mais il est vivant. Ouais. Donc tu vois des gens simples qui ont des valeurs très très fortes et des gens qui ont beaucoup de valeurs et qui n'ont rien de profond chez eux. Ils n'ont rien de valeur chez eux. Ça s'appelle en français la superficialité. Maintenant, le problème du piège dans laficialité, c'est que c'est super. Ça s'appelle la superficialité. Ouais. Maintenant, les gens, ils sont prêts à sacrifier leur essentialité au profit de la superficialité.
La superficialité, c'est leur image, c'est leur vitrine, leur maison. C'est des fois leur femme, leur objet. Ouais. Tout toi, chérie, on a tout refait. Ouais. Des fois, c'est leurs enfants. Regarde comment il est mignon. Ouais. Des fois, c'est leur voiture. Ouais. Le pecno du dimanche. Mais rappelez-vous une chose essentielle. C'est que les gens superficiels ont des problèmes essentiels. Mais ils apportent à leurs problèmes essentiels des solutions superficielles. Mais les solutions superficielles ne règlent pas les problèmes essentiels. Et comme ils voient qu'ils n'arrivent pas à régler leurs problèmes essentiels, ils augmentent le superficiel, ce qui ne règle pas les problèmes essentiels. Ça va? Donc pour les problèmes superficiels, genre t'as faim, tu manges, ok. T'es fatigué, tu dors. Problème superficiel, solution superficielle. Mais problème essentiel, ça ne marche pas le superficiel. Je vois un gars qui me dit, écoutez, je ne comprends pas ce qu'elle veut. Je lui dis, écoute, prends 5 000 euros, prends 20 000 euros, va chez Chanel, fais-toi plaisir. Fais-toi un kiff, achète le dernier sac. La femme me dit, mais je veux qu'on parle. Elle dit, oh, ben pars en vacances aux Maldives avec ta sœur. Moi, j'ai du travail. Elle dit, mais j'ai pas épousé une machine à sous. Ils ne parlent pas la même langue. C'est pareil. Le fils, il va vers le père, il va vers le père, il va vers le père. Le père, il dit, laisse-moi tranquille, je travaille, j'ai pas le temps, tu me saoules. Okay. Fâche ta mère, mon père, il m'a jamais parlé. Ok, mais t'as fait 4 tentatives, c'est vrai, bon, d'accord. Donc, ça veut dire que l'enfant, il te pose une question. Ta femme, elle te pose une question. Ton mari te pose une question. Le jour où tu vas comprendre que tout ça, c'est qu'un effet miroir de la question que toi-même, tu dois te poser. Vous me suivez ou non? C'est quand tu vas arriver là-haut, à 120 ans, le bon Dieu va dire, alors, est-ce que tu es devenu la personne que tu devais devenir? Est-ce que tu as fait ce que tu avais à faire? Est-ce que tu as accompli les mitzvot qu'il fallait? Est-ce que tu as laissé des enfants éduqués? Est-ce que tu as laissé un conjoint épanoui? Est-ce que tu as payé tous les fournisseurs? Il va te poser la question. Mais si sur chaque chose, tu as une réponse. Ah, les fournisseurs, c'est des voleurs, je ne les paye pas. Ma femme, elle ne comprend rien, c'est pas là. Mon mari, il m'a saoulé, ça sont tous les Marocains, tous les Tunisiens. Ouais. Après, les tefilines, j'ai eu peur de m'étrangler. Le Shabbat, ça tombe samedi. La cache-route, ça me fait des aigreurs. Le mikvé, j'ai peur d'attraper une mycose. Donc chaque acte, tu as trouvé quelque chose. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. On a le droit d'être brêle. Mais à la fin, tu n'as rien fait. Pour ça, je raconte toujours cette histoire. C'est un gars qui cherche un ingénieur en informatique. Mais en gros, un gars, bac plus 19, avec responsable réseau pour un SAP de gestion de Boursorama. Un gros truc. 4 serveurs, 4 salles de serveurs. Et puis il est en train de chercher, il trouve pas. Et puis il y a un mec à côté de lui au téléphone, il dit bonjour, je suis spécialiste gros serveur pour grand compte, banque mondiale, et je cherche une place de responsable réseau. Oh, le mec il dit quoi? Mais il prend son téléphone, il le casse, il dit écoutez, vous êtes exactement le profil dont j'ai besoin, venez avec moi. Et il fait signer le contrat. Ok, demain, 1er juin, on démarre, 9h, 9h, 17h, 23 000 euros mensuels, plus stock option, on y va. Le lendemain, il attend, il est pas là. Bon, le 3, il n'est pas là. Le 10, il n'est pas là. Le 20, il n'est pas là. 28, il n'est pas là. Le 30, il vient. Bonjour. Comment ça se passe pour la paye? C'est un virement? C'est un chèque? Je vais voir le caissier, je vois ça avec vous. Le mec, il dit attendez. Il dit, je travaille chez vous, j'ai un contrat signé. Il dit oui, mais enfin, je vous ai engagé pour commencer le 1er juin. Vous venez le 30 pour la paye, mais vous n'avez pas travaillé. Ah, j'ai oublié de vous dire un détail. En fait, premier jour, je suis parti pour prendre le RER, paf, je me suis tendu la cheville. Je suis resté 3 jours au lit, et là, c'était la repas de ma fille. Je fais le repas, extraordinaire, les ambiances, les rabanis, les sadikim. Après, Shavrachot, c'est normal. Ah là là, Odi, Shamam. Après, on était tellement fatigué avec ma femme, elle a dit écoute, on prend 3 jours, on va au Brésil, on se fait un kiff, c'est normal, c'est les parents qui sont fatigués, parce que c'est eux qui payent, d'accord? Donc, on est parti au Brésil, et là-bas, j'ai attrapé un mauvais virus, un truc bizarre. J'étais bloqué au lit avec de la fièvre, je voyais des alligators qui sortaient de la bouche de ma femme. Moi, j'étais pas bien. Et puis après, on est revenu en avion sanitaire, on était déjà le 28. Ma femme m'a dit, écoute, ne te précipite pas, il faut faire avec de manière raisonnable. On était le 30, elle m'a dit, écoute chérie, on est le 30, va chercher ton salaire. Voilà. Alors le patron, écoute la réponse du patron. Moi. Après, vous me direz si concerné, ça s'écrit en un mot ou en 2 mots. Le patron, il a dit, mais
je comprends que vous avez une bonne raison pour expliquer pourquoi vous n'étiez pas là. Mais moi, ça ne m'oblige pas à vous payer. Vous comprenez ce que je dis? C'est que les gens, ils sont choqués des résultats qu'ils n'ont pas obtenus, alors qu'ils savent très bien qu'ils n'ont pas travaillé. Le mec, il n'a pas construit son couple, après il dit ouais, on ne se comprend pas. Le mec, il n'a pas éduqué les enfants, après il dit ouais, regarde-moi ça, c'est quoi cette manière de se conduire? C'est quoi cette... Mais tu l'as éduqué ton fils? Non. Ouais, tu étudies pas la Torah. Après, il dit ouais, je comprends rien, mais il faut étudier. Tu dis après, tu dis bon Dieu, il m'a pas répondu à ma prière. Ok, mais tu pries? Non. Après, tu dis ouais, moi-même, je me comprends pas. Mais tu te fous de ta gueule? Oui, je me fous de ma gueule. Bah, tu te fous de ta gueule. Toi-même, tu te fous de ta gueule. Tu sais que tu te fous de ta gueule. Ouais, je sais, je me fous de ma gueule. Tout le monde me dit, je suis mytho. Mais quand même, comment ça se fait que je me comprends pas? Mais tu te fous de ta gueule. Vous suivez ou... C'est ça mon problème à moi. C'est que je passe la journée à essayer de comprendre la lourdeur des gens pas raisonnables. Ouais. C'est quoi ta question? Ah, mais j'ai est-ce qu'il y a une solution? Ah, mais j'ai est-ce qu'on peut sauver la machine? Est-ce que... Je t'ai passé la tienne. Mais imaginez que c'est votre femme. Je dis d'abord, tu dis Chas Shalom, d'accord? Ouais. Ben, j'ai rien fait, moi. Pourquoi je dois mériter ça? Alors que chaque poubelle a son couvercle. Et moi, grâce à Dieu, j'ai la couvercle de ma marmite, d'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'arrive à prendre ce recul et j'appréhende avec maturité cette réalité, mais je vais voir que les choses, elles sont d'une précision abominable. C'est que plus tu crois en Dieu, plus tu vois comment le bon Dieu, il est précis. Maintenant, les gens qui ne croient pas en Dieu, c'est pas qu'ils ne sont pas croyants. Mais non, tout le monde est croyant. Une fois, quelqu'un m'a dit, écoutez, franchement, je suis impressionné par votre foi, parce que moi, la vérité, je ne suis pas croyant. Je suis agnostique. Je dis, mais vous n'êtes pas croyant? Il m'a dit, je ne suis pas croyant. Je dis, mais vous y croyez à ça que vous n'êtes pas croyant? Il m'a dit, oui. Je dis, bah, vous êtes croyant. Il me dit, c'est un jeu de mots, je suis croyant ou je ne suis pas croyant. Mais c'est ça la croyance. La croyance, c'est la capacité de s'investir dans une chose que tu ne vois pas. D'accord? Maintenant, ton intelligence, tu la vois pas. Tu es obligé d'y croire. L'amour de ta belle-mère, tu la vois pas. Ah, ça marche pas. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, il va falloir s'investir. Il va falloir y croire. Ouais. Maintenant, les gens qui ne sont pas croyants, ça ne veut rien dire, parce que tu commences tes études, tu crois que tu vas terminer. Tu te maries, tu crois que ça va durer toute la vie. Tu fais un bébé, tu crois qu'il va survivre à 14 ans de vie, ce bébé, non? Ou non? Ah, tu dis, je crois pas, vous savez, je suis sceptique, prends des antiseptiques. Ça veut dire qu'en fait, on est condamné à croire, puisque la croyance, c'est le lien avec l'avenir. Donc quand tu crois pas, tu n'as pas d'avenir. Dans les goïms, ils appellent ça des visionnaires. Mais nous, on appelle ça des croyants. T'es un croyant? Ouais. Le mec, il a cru. Il était à Sarcelles devant un terrain vague. Et il a cru. Il a dit à son frère, écoute, Ephraim, on va faire une épicerie. Il a dit, mais comme à Tunis? Oui, mais pas une épicerie comme à Tunis avec une marque de shampoing et une marque de savon. Non, un rayon de savon, un rayon de shampoing, un rayon de légumes. Le mec, il a inventé Carrefour. Ça s'appelle ça un visionnaire. Un autre mec, il aurait dit, mais t'es fou, t'es malade, t'es fou, hein, le terrain déjà, 75 millions d'euros, hein, d'accord, la construction, 643 millions d'euros, après il faut bloquer sur la table pour que les fournisseurs, ils te lâchent encore 452 millions d'euros. Il dit, on va le faire, c'est incroyant. Alors que je il vaut mieux pas prendre de risques, c'est dangereux, et si on perd, eh bien si on perd, on perd, mais si on gagne, on gagne. Mais tu verras que les gens qui ont peur de perdre, ils gagnent rien. C'est pour ça qu'on a créé la caisse d'épargne pour eux. Parce qu'ils ont investi chez l'écureuil, à la fin, il ne reste que les noisettes. D'accord? Donc, mais les gens qui veulent faire des choses grandes, c'est pareil. Il fait un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. Tu dis, oh, vous savez, il faut de quoi les nourrir. C'est pas évident, c'est difficile pour les études. Voilà. Ils en ont 2, un fou et un malade. Fait quand t'en fais beaucoup, moi, tu peux donner le maaser, il te reste de quoi manger. D'accord? C'est une façon de parler. Mais dans tout, c'est pareil. C'est qu'en fin de compte, là, le lien que tu as avec la réalité, c'est un lien de Emouna. Donc quand la Torah, elle t'a dit qu'il faut être Mahamine, oui, c'est pas parce que c'est joli ou que c'est mignon, c'est parce que c'est la seule manière d'avoir un avenir. Parce qu'il dit, c'est quoi la Emouna? La Emouna,
c'est l'espace que tu crées dans ton présent pour que ton futur existe. Moi, j'y viens les gens. Je rien, comme ça, Oh, vous y croyez ou vous y croyez pas? On se bat là, on se bat pas, parce que moi j'ai pas de temps à perdre. Vous voulez qu'on se batte ou non? Ouais, alors, soit les gens disent, bah si on est là, hein, c'est pas pour rien. Hein. C'est-à-dire, moi je suis là pour rien. Moi. Ouais. Voilà, tu dis, bon, la vérité, Rav, j'y crois pas. Pourquoi je vais perdre le temps, moi, avec de ouf? Vous voulez quoi, un spectateur de votre bêtise? Un scénariste de votre lourdeur? Allez, vous mangez le chignon dehors. Ah bon, effectivement, bon, on est prêt à y croire. Alors si vous êtes prêt à y croire, on va travailler. Dans tout, c'est pareil. Un enfant, il est là. Il est renvoyé de la 3e école. D'accord? Il a mis un tournevis dans l'œil du prof. Il est recherché par la police. Il a organisé un deal de coke dans sa classe, en maternelle. D'accord? Tu mais t'es précoce ou quoi, toi? Bon, alors. Donc, tu as envie qu'il meure. Tu dis pourvu qu'il tombe de la voiture quand elle roule, qu'il tombe dans l'escalier. T'as les nerfs. Ouais. On verra les cas personnels après, si vous voulez. Et pourtant, avec tous tes nerfs, ouais, tu te retournes, tu vas dans la cuisine, tu fais comme ça, tu fais. Tu reviens, allez, sors ton cahier de texte, sors ton truc, allez, lundi mathématiques, jeudi truc, tu rattrapes avec celui-là, mon cousin il va venir, il va te faire l'école de la physique, hop, je crois pas, il y a 2 minutes tu voulais qu'il meure. 5 minutes après, tu as redémarré. Toute la vie c'est comme ça. La vie c'est une série de redémarrages. C'est comme la voiture, tu l'éteins le soir, tu l'allumes le matin. Voilà, tu la démarres. Tac. Pourquoi tu la démarres? Laisse-la, elle est bien, la voiture elle est bien, elle est tranquille. Mets une bâche, tu reviens dans 20 ans, elle est nickel. Non, tu la démarres, tu roules dans la boue, dans la truc, tu encrasses le carburateur, tu pourris le pot, laisse-la tranquille. Tu dis, mais non, elle est faite pour rouler. Donc, une chose idiote, la vie, elle est faite pour être vécue. Aujourd'hui, les gens, ils font tout pour y mourir en bonne santé. Mais ça n'a pas d'intérêt. Il faut mourir usé. Tu as travaillé, tu as usé ton cerveau, tu as usé tes artères, tu as usé tes poumons, tu meurs, usé. Les gens non. D'accord, bien amorti. Voilà, le sport, les trucs, les tac, 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 tac. Oh, tu dis, oh mamie, vous les faites pas. Oh, 83 ans. Un peu tendu quand même. Ouais, c'est le lifting, d'accord. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est là pour ça. C'est comme si un gosse il vient voir son père à la fin de l'année, il dit papa, j'ai fait Kibbutz Avayim. Ah bon, oui, pourquoi mon fils? On est le 24 juin? Ouais, viens voir. Il ouvre son tiroir, il regarde papa. Tous les cahiers, tous les stylos, tout est neuf, j'ai rien touché. J'ai dit, je vais pas gaspiller l'argent de mon père, baltachrit. J'ai dit, mais t'es un malade. Mais je t'ai acheté les cahiers pour que tu les uses. Je t'ai payé l'école pour que tu rendes dépressif tes profs. Je t'ai donné les livres pour que tu les détruises de révision. Tu les as laissés nickel. Donc c'est exactement pareil. C'est comme si nous, à 120 ans, on va arriver chez le bon Dieu. On va dire, mon Dieu, on n'a rien touché. On est nickel. C'est pour ça que des fois, sur eBay, vous trouvez cerveau à vendre, jamais utilisé, non déballé, non débloqué. Tout opérateur. Le mec, il n'a jamais utilisé son cerveau de sa vie. C'est vrai que pour devenir intelligent, ça demande des efforts. Mais pour être brel, il suffit de rester naturel. D'accord? Donc quand la personne... Une fois, j'ai fait un cours, il y en a qui m'a dit « Rav, je m'excuse d'arrêter le cours, mais j'ai des lancers comme ça dans la tête. Est-ce que vous pensez qu'il c'est une crise d'épilepsie ou quoi ?» Je fais « Non, tu réfléchis. » C'est la première fois que ça bougeait dans la tête, le mec. Ça rentre. Ben, quand tu réfléchis, ça fait quelque chose. Oh, ça chauffe, tu fais une bonne guémara bien compliquée, tu te casses la tête sur un Raphaïm, je peux te dire que la tête, elle chauffe. Donc, je dis, je ne vais jamais chauffer. Alors, toi, tu es toute ta vie la petite maison dans la prairie. Tu vois le début, tu connais la fin. J'espère que je vais être surprise. Ben, tu vas pas être surprise, parce que tu es une khmara. D'accord. Donc, si vous comprenez ça, ça veut dire que, en fait, on va passer par des étapes, on va passer par des événements, on va passer par des bonheurs, on va passer par des plus grands bonheurs. Et à chaque fois, on va se poser la question, est-ce qu'on est adapté ou pas adapté? Maintenant,
50%, c'est la confiance en Dieu, ce qu'on appelle la Emouna. 50%, c'est la confiance en soi. Maintenant, s'il manque un des deux, ça ne marche pas. Si tu as la confiance en toi et pas la confiance en Dieu, le bon Dieu, il va t'expliquer gentiment que c'est lui le patron, et il explique très bien. Si tu as la confiance en Dieu et pas la confiance en toi, c'est dommage. C'est comme si tu as un coffre-fort, mais tu n'as pas la combinaison. C'est comme si tu as appris toute ton année de médecine, mais tu n'as pas confiance en toi, tu as le syndrome de la feuille blanche. Alors tu es comme ça, tu... Pas que je sois commencé. L'autre, elle connaît rien, elle écrit. Elle dit dans la masse, il y a peut-être un truc qui est vrai. L'autre, elle connaît tout, mais elle n'a pas confiance en elle. Je commence par ça, si je me fais avoir, si c'est un quota, si c'est pas la bonne année, si c'est cette année le jury, je dis, mais écris, ouvre le magasin, ouais. Va au Chidour, ouais, mais si elle me dit non, c'est bon, on va balader, si mais vas-y déjà, c'est l'histoire de la clé à molette, vous connaissez la clé à molette ou non? C'est un gars, il a besoin d'une clé à molette, il va chez son voisin, il est devant la porte, et il dit bon, je vais lui demander la clé à molette. Mais peut-être qu'il en a une, peut-être qu'il n'en a pas. Et s'il en a une, peut-être qu'il l'a prêtée. Et s'il n'a pas prêté, peut-être qu'il y tient. Peut-être que c'est un souvenir de sa grand-mère. Peut-être qu'il a peur que je la casse. Peut-être qu'il fait avoir déjà par un voisin qui lui a pris la clé à molette qui ne lui a pas rendue. Ouais. Alors, j'ai l'air de quoi? Et juste à ce moment-là, le voisin, qui n'est au courant de rien, il ouvre la porte pour sortir. Et il voit son voisin devant lui. Il le regarde comme ça, l'autre il le regarde, il ne comprend pas. Et le gars il dit, tu sais, ta clé à molette, tu peux te la garder. J'en peux plus. Ça a l'air d'une blague, mais c'est un grand moussard. Tu sais combien les gens ils se font des films dans leur tête? Tu vois un gars dans la rue, tu dis, dis-moi, mais comment ça se fait que tu me parles plus? Ça fait 8 ans. Tu m'as pas invité à la bar mitzvah. Je dis, comment je t'ai pas invité? C'est sûr que je t'ai invité. Mais tu avais déménagé, oui. Ah ben, c'est pas arrivé à la bonne adresse. Ah, 8 ans il fait la gueule. 8 ans il a monté Ward, Notre-Dame de la haine. C'est incroyable. Il dit ça. Ça veut dire que la maladie la plus répandue et la moins soignée, c'est la prise de tête. Tu te prends la tête. Mais la prise de tête, ça rend malade. Ça fait perdre beaucoup d'argent. Ça peut détruire ton couple. Ça peut te détruire mentalement, simplement parce que tu ne tiens pas ta tête. Alors que ta tête, elle part dans la peur, ou elle part dans la flemme, ou elle part dans le déni, ou elle part dans le transfert de culpabilité. Mais ta tête, elle part. Maintenant, le problème, c'est que là où elle part ta tête, c'est pas là où tu es. C'est pour ça que les gens, à chaque fois que tu leur parles de quelque chose, ils disent oui, mais quelque part, c'est différent. Alors, si ça se passe quelque part, on va quelque part. Ouais, je t'aime, mais quelque part, c'est compliqué parce que tu as grossi. Alors, viens à un endroit où j'ai pas grossi, parce que c'est à quelque part que j'ai grossi. Donc, en fait, les gens, ils parlent toujours d'ailleurs. Ça s'appelle midi à 14h, c'est une maladie très développée. Et ça, c'est Yetzirara, ça. Parce que Yetzirara, Ikar, Avodat, Yetzirara, les Balbel et Tadeot, le principal objectif de Yetzirara, d'embrouiller l'esprit. Ça s'appelle Pizur Amarchavot. Ça veut dire que ta pensée, elle est dispersée. Tu n'arrives pas à te concentrer, il y a ça, le truc. Alors il dit, ouais, je suis hyperactif. L'autre il dit, non, je suis épileptique. L'autre dit, non, en vérité, non. C'est que tu n'es pas concentré. Concentré, ça veut dire que quand tu fais quelque chose, ton corps, il est là. Ton cœur, il est là. Ta tête, elle est là. Vas-y, fais-le. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Ton corps, il est là, ta tête, elle est là-bas. Et ton cœur, il est là-bas. Ça marche pas. Parce que si, déjà, quand un homme, il est avec sa femme, c'est assourd de penser à une autre femme. Pourquoi? Parce que la neshama qu'on va déterminer dans le ventre de la femme, il dépend de la pensée du mari. Et de la pensée de la femme. Oui. Maintenant, de la même manière, un bébé, c'est quoi? C'est comme un acte. Un acte, tu le produis avec quoi? Avec ton geste, avec ta volonté et avec ta conscience. S'il manque quelque chose, c'est pas un acte. Parce que si tu es inconscient, c'est pas rattaché à toi. Si tu n'es pas volontaire, bah, tu ne maîtrises pas la situation. Et s'il n'y a pas de geste, c'est une intention. Donc il faut un acte avec une conscience et une volonté. Ça va? Maintenant, qui c'est qui agit? C'est mon corps. Qui c'est qui me fait agir? C'est moi. Maintenant, il y a une loi dans la Torah. On dit Gadol Amerase Minarose. Il est plus grand celui qui fait faire que celui qui fait.
C'est-à-dire que si vous arrivez à convaincre quelqu'un de faire Shabbat, vous avez plus de mérite en ayant fait faire Shabbat à quelqu'un que la personne elle-même qui fait Shabbat. Vous suivez ou non? Gadola me'ase minarose. Maintenant, en général, quand on réfléchit à ce principe-là, il y a toujours deux personnes. Il y a celui qui est influencé et celui qui est influenceur. Ok. OC vers me'ase. Celui qui fait faire. Alors moi, je me suis permis une petite fantaisie intellectuelle. J'ai dit, mais pourquoi on dit que c'est dans deux personnes? Même dans la personne elle-même. Toi-même, tu es le merassé de ton marassé. Vous suivez ou... C'est toi qui te fais faire ce que tu fais. Pour ça, même en français, quand on dit « je me lève », le « je », c'est qui? C'est moi. Et le « me », c'est qui? Je vais peut-être baisser le niveau. Je répète, le « je », c'est moi, le « me », c'est moi. Donc en fait, le « je », c'est celui qui veut se lever. Et le « me », c'est celui qui ne veut pas se lever. Le « me ». Donc en fait, c'est celui qui veut se lever qui lève celui qui ne veut pas se lever. C'est bon? C'est comme l'enfant qui est en toi, et l'adulte il dit « oh, c'est bon, on y va ». Donc en fait, c'est l'adulte qui est en toi qui s'occupe de l'enfant qui est en toi. Maintenant, je me prends en main. Il y a quelque chose en moi qui veut se prendre en main et un autre qui ne veut pas. Donc je me prends en main. Ça va ou non? Le problème, c'est que ça marche aussi dans le sens inverse. Les gens n'aiment pas la symétrie. Je me sens pas bien. Ça veut dire que je me donne les moyens de me sentir pas bien. Ça veut dire que je suis complice de ma dépression. C'est ça, je me sens pas bien. Oh, vous savez, je me sens pas bien. Je me sens pas bien. Mais non, faut dire, c'est pas bien. Ouais, je suis pas bien. Mais je me sens pas bien, ça veut dire que je me donne les moyens de maintenir mon côté mal-être. C'est énorme. Donc si c'est ça. Donc en fait, le jeu qui fait, il est dehors. Le jeu qui veut, il est dedans. Et c'est moi qui me fais faire ce que je fais. Et qu'est-ce qu'on a dit? Gadol amerase minarose. Celui qui fait faire, il est plus grand que celui qui fait. Or, celui qui fait faire, c'est mon jeu intérieur. Donc mon jeu intérieur est prioritaire sur mon jeu extérieur. Ça va? Ouais. Le problème, c'est que les gens, ils développent le jeu extérieur parce qu'il y a le regard de l'autre, parce qu'il y a l'influence, parce qu'il y a les échéances, parce qu'il y a le stress. Mais ils ne développent pas le jeu intérieur. Or, vous savez qu'est-ce que c'est le stress? Le stress, c'est le malaise développé par la distance entre la personne que tu es censé être et la personne que tu es. C'est que si tu as un jeu intérieur de 8 ans et un jeu extérieur de 40 ans, tu vas stresser grave. Vous suivez ou non? Donc en fait, c'est une course perpétuelle pour que ton jeu intérieur, il ait le même âge que ton jeu extérieur. Donc normalement, à 30 ans, ça serait bien que tu aies 30 ans. Mais si à 30 ans, tu te surprends à avoir des réponses de 15 ans, d'ailleurs, toi-même, tu dis, mais je crois que je me suis vraiment conduit comme un gamin, c'est que toi, tu te conduis toi comme un gamin. Alors le problème, c'est que la seule manière de faire développer le jeu intérieur, c'est de faire agir le jeu extérieur. Pourquoi? Parce que tu fais médecine, tu deviens médecin. Vous suivez ou non? Tu t'occupes de ton couple, tu t'améliores personnellement. Tu éduques tes enfants, tu deviens mature. Tu assumes tes dettes, ouais, tu deviens honnête. Tu assumes tes responsabilités, tu augmentes ton niveau de maturité. Donc en fait, le jeu extérieur, il va te permettre de construire le jeu intérieur. Maintenant, si toi tu te débrouilles pour faire tout dans la superficialité, sans jamais travailler sur l'intériorité, après tu t'étonnes, tu dis, bah écoute, je sais pas, j'y arrive pas. C'est trop dur, la vérité, j'ai pas les moyens, si j'ai les bras coupés, puis de toute façon vous connaissez pas, vous savez pas ce que j'ai vécu, c'est trop difficile. Tu es reparti dans la fabrication de mousse au lieu d'attraper la savonnette. Vous me suivez ou non? Moi j'ai l'habitude, les gens ils te racontent 1h30. Il faut poser la bonne question. C'est ça le problème. Je sais pas pourquoi vous faites toute cette paracha là de Amalek. C'est ça le problème. Pourquoi toute cette Megillah de l'Aïster? C'est ça le problème. Maintenant la Torah elle t'apprend ça. La Torah elle t'apprend c'est quoi le yesod du Tosfot. C'est quoi le fond de la Marloquette? Le fondement. Ouais. Qu'est-ce qu'il veut dire le Tosfot? Parce qu'il y a le Tosfot ce qu'il dit et il y a ce qu'il veut dire. Comme moi je parle par exemple. Vous m'entendez parler.
Maintenant, vous entendez ce que je dis, mais est-ce que vous entendez ce que je veux dire? Elle est mariée? Bon. Vous avez compris, non? Ah, j'exagère. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, et c'est très très facile à comprendre, ça veut dire que tout ce qu'on fait dans la vie, ça va être de répondre à ces questions-là. Et ces questions-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles font qu'on devient. Or, le fait de devenir, oui, c'est ça le projet de la vie. Le fait d'être réalisé, c'est ça qui donne la joie. Le fait de s'en rendre compte, c'est ça qui donne la confiance en soi. Le fait de se donner les moyens d'exister, c'est ça ce qu'on appelle le respect de soi. Donc en fin de compte, toute la vie, c'est des allers-retours entre ton moi intérieur et ton moi extérieur, ton moi intérieur et ton moi extérieur. Maintenant, si tu ne le fais pas, encore une fois, soit tu es dans la pression sociale, soit c'est dans le regard de l'autre, c'est dans la mosaïque des miroirs du regard de l'autre. Donc tu essaies de t'adapter à tout le monde et faire plaisir à tout le monde. Mais toi, tu n'as jamais évolué. Fais attention parce qu'à 40 ans, crise de la quarantaine, tu pètes un câble, j'ai jamais été moi-même, j'ai pas vécu ma vie, j'ai été toujours sous influence, on m'a jamais laissé parler. Soit le contraire, tu développes ton intériorité, mais tu développes pas ton extériorité, c'est-à-dire ton rapport avec la maturité, ton rapport avec tes choix, ton rapport avec tes responsabilités. Non, tu dois développer les deux en même temps. Et ça, c'est le mouvement perpétuel. Pourquoi? Parce que tu apprends, tu fais, tu deviens. Tu apprends, tu fais, tu deviens. Tu apprends, tu fais, tu deviens. Ouais, on t'apprend une recette, tu accomplis la recette, tu deviens une bonne cuisinière. D'accord? Tu lis un bouquin sur l'éducation, tu pratiques avec tes enfants, après ça devient intuitif, tu sais qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Vous pratiquez avec votre mari la communication, après, même sans parler, vous vous comprenez. Parce que c'est fini maintenant, c'est devenu intuitif. Dès que tu rentres, c'est pas bien, t'es énervé. Je voulais pas te le dire, mais comment tu sais? C'est l'intuition. Je veux dire, même à distance. Si tu penses plusieurs fois à quelqu'un, appelle-la, tu vas voir la personne, elle te dit « Oh, là, j'étais en train de faire ton numéro. J'étais angoissé, je voulais te parler, j'étais pas bien. » Parce que les gens qui s'aiment, ils sont sur la même longueur d'onde. C'est comme si tu veux écouter 103.4. Oui, tu vas sur 103.4. Maintenant, il y a un émetteur qui émet à 103.4 et il y a un récepteur qui reçoit 103.4. Donc, si vous deux, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, ça veut dire qu'il y a un problème ou d'émetteur, ou de récepteur, ou les deux. Vous suivez? C'est pareil avec les enfants, tu dois être sur la même longueur d'onde. Maintenant, toutes ces longueurs d'onde là qu'on développe avec l'autre, avec les enfants, avec le juif, avec le goy, avec tout ça, c'est pour être sur la même longueur d'onde qu'Hachem. Alors, comment on appelle la longueur d'onde d'Hachem? Le Dat Torah. Tu vas chez un tzaddik, tu lui poses une question, il te répond, tu dis waouh! Ouais. Après, tu réfléchis, tu dis en fait, c'était évident. Ah, pourquoi? Pourquoi est-ce que lui, tu passes des années à trouver une réponse qui est évidente? Alors, je vais te dire pourquoi. Parce que lui, il a confiance dans son évidence. Alors que toi, tu n'as pas confiance dans ton bon sens. Et comme tu écoutes ton Yetzara, il te fait des tarboulottes, des calculs, des trucs dans la tête. Alors qu'en vérité, c'est pas chouette. C'est comme si tu sais lire. Tu sais lire, non? Tu sais lire. Vas-y, lis. Toi, tu prends la feuille, tu la déchires en 1000 morceaux, et tu dis alors voilà, j'ai pas de mode d'emploi. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Tes parents, ils t'ont expliqué. Le Rav, il t'a expliqué. L'école, elle t'a expliqué. Le goy, il t'a expliqué. Mais toi, t'as déchiré le mode d'emploi. Prends le mode d'emploi. Lis-le. Doucement. Lis-le. Voilà. Tu arrives. Mais les gens, ils veulent pas faire ça. Les gens, ils veulent se débarrasser. Ouais. C'est comme à l'époque quand il fallait installer Windows. Vous vous rappelez ou non? Quand tu installais Windows sur un ordinateur, tu allumais l'ordinateur. Préparez-vous à installer Windows. Next. Après, tu dis oh, il ne reconnaît pas l'imprimante, il ne reconnaît pas le modem, j'arrive pas à trouver le truc, il n'y a pas d'antivirus, il n'y a pas. Il faut bien installer Windows. Et bien, il y a des couples, ouais. Je leur dis, vous avez mal installé Windows. Parce qu'il n'y a pas toujours de leur ex. Ou de la prochaine, next. D'accord? Il faut bien installer Windows. La confiance, la compréhension, la communication, la solidarité, la bonté, la finesse, la douceur, la gentillesse, l'intimité épanouie.
Installer, c'est installer Windows, tu cliques, tac, tout de suite, ça s'allume. Ça marche. Il faut installer Windows. L'enfant, c'est pareil. Il est là devant toi pendant 20 ans. Qu'est-ce qu'on fait avec un enfant? On lui installe des logiciels. La patience, la reconnaissance, la volonté, la force de travail, la justice, l'amour, l'investissement. Installe les logiciels. Parce que quand tu lui installes les logiciels, c'est comme l'ordinateur. Quand tu n'as pas installé Windows, quand tu n'as pas installé Word, il reçoit un fichier Word, il n'arrive pas à le lire puisqu'il n'a pas le logiciel. Mais quand tu lui as installé la patience, quand il va arriver le fichier colère, il a la patience. Vous me suivez ou non? Quand tu lui as installé la valeur des choses et qu'il arrive à une période où il n'a pas de quoi payer ses dettes, il a l'Emouna, parce que tu lui as installé l'Emouna. Donc nous, qu'est-ce qu'on doit faire nous? On doit installer les logiciels. Mais rappelez-vous que ces logiciels-là, on ne peut pas les installer si on ne les a pas. Donc il faut arrêter d'exiger de nos enfants des choses que nous-mêmes, on n'a pas accomplies. D'arrêter d'exiger de nos conjoints des choses que nous-mêmes, on n'est pas d'accord de les faire. Donc, Audon Colo, cousin de Marco Polo, donc à chaque fois, c'est le même travail. J'apprends, je fais, je deviens. Après, je transmets, il fait, je deviens. Toute la vie, c'est ça. Quand on est pris dans cette dynamique-là, tout est simple. C'est pour ça que c'est marqué que Talmid Chacham, Igia les Parashat Drachim. L'érudit, il est à la croisée des chemins. C'est-à-dire qu'en vérité, la liberté, d'accord, elle ne s'acquiert que dans la maîtrise des limites. Donc celui qui n'a pas la connaissance, il est perdu. Dans celui qui a la connaissance, mais qui n'a pas acquis sa connaissance, il est perdu. Celui qui a acquis sa connaissance, mais qui n'est pas devenu ce qu'il a appris, il est perdu. C'est ça que c'est marqué, Vayadarta, va Hashevota et Levavecha. Tu apprendras et tu ramèneras dans ton cœur. C'est que le plus difficile, c'est pas d'apprendre. Les gens, ils sont impressionnés par quelqu'un qui te récite des Gmarot. Mais moi, une fois, j'ai rencontré un goy qui avait fini le Talmud. C'est pas impressionnant. Ouais. C'est juste, tu commences un jour, tu termines un autre. Ouais. Ce qui compte, c'est pas ce que tu as appris. Ce qui compte, c'est ce que tu es devenu. Maintenant, si tu es resté 21 ans avec une femme et tu n'as pas appris à dire merci, tu as un problème. Si tu es resté 30 ans avec un mari et tu n'as pas appris à respecter, tu as un problème. Ah, tu vas m'expliquer pourquoi? On s'en fout pourquoi. Le problème, c'est que tu n'as pas appris. Donc, vous avez compris qu'en fin de compte, ce qu'on va amener là-haut à 120 ans, c'est pas ce qu'on sait, c'est même pas ce qu'on a fait. C'est ce qu'on est devenu grâce à ce qu'on a fait. Donc, si on n'a pas fini le cycle et qu'on n'est pas devenu, ouais, on va venir quoi? Avec des valises de Serfa. Tu vas dire, bon, tu vas revenir en Gilgoul dans un carnet de Serfa. Ouais. On va venir quoi? Avec des misvotes. Mais les misvotes, on dit, mais les misvotes, c'était pour que tu deviennes. Ouais. Alors, quand tu mets les téfilis, tu deviens téfili. Ça, Asher Kidé Chanou, des mitzvotav. Ouais. Quand tu étudies la Torah, elle t'imprègne. Quand tu fais le Shabbat, il t'imprègne. Et après ta mort, ouais, tu deviens infini et intemporel comme le Shabbat, qui est infini et intemporel. Mais si toi, tu as fait un Shabbat pour bouffer, tu as fait un Shabbat pour faire un week-end, tu as fait un Shabbat pour faire une ambiance, tu as fait un Shabbat pour une rencontre sociale des éléments constituant la famille. Tu as fait un Shabbat à la goy, ouais. Donc il n'y a pas de Kedusha dedans. Or, attention, c'est pas le Shabbat qui emmène au monde futur, c'est la Kedusha du Shabbat. Vous me suivez ou non? Donc, il faut faire le Shabbat pour attraper la Kedusha du Shabbat. Il faut épouser quelqu'un pour devenir un conjoint. C'est pas en se mariant qu'on devient conjoint, c'est en travaillant son couple. Il faut faire des enfants pour devenir parents. C'est pas parce qu'on a des enfants qu'on est parents. C'est parce qu'on a éduqué, travaillé, remis en cause, pleuré, prié pour eux qu'on est devenus des parents. Donc en fin de compte, l'exercice de la parentalité te rend parent. Alors que les gens, ils croient le contraire. Qu'ils sont parents, donc comme ils sont parents, ils sont obligés de s'occuper de leurs enfants puisqu'ils sont parents. Mais non, c'est que grâce à tes enfants, tu deviens parent. Ça va? Donc de la même manière, un homme, il doit devenir un serviteur d'Hachem. Or qu'il y a deux solutions dans la vie. Ou tu vas être un serviteur d'Hachem,
ou tu vas être un serviteur du Yetzer Hara. Alors, si tu ne crois pas à la religion, eh ben, tu seras serviteur de tes névroses, serviteur de tes peurs, serviteur de ton Yetzer Hara, serviteur de ta bipolarité, de ta schizophrénie. Il y a plein de manières d'être esclave. L'autre, il est obsédé sexuel. Il vient chez les religieux dire vous êtes des gens fermés. Non, mais toi, tu es un obsédé. Je te dis, tu vois des pamplemousses rangés par deux toute la journée. Si tu viens chez moi me dire que moi, je ne suis pas bien dans ma tête, mais moi, je les soigne. Les mecs qui te soignent, je les soigne. C'est bizarre, non? Ils disent, ouais, vous les religieux, vous n'êtes pas ouverts, vous n'êtes pas cool, vous n'êtes pas... C'est quoi cool? C'est quoi cool? Le chien, il est cool, il lève la patte, il va avec sa mère. Ouais. Mais nous, on n'est pas cool. On est des hommes, on assume, on est mature, on fait ce qu'on a à faire. Ah, ça prend des énergies, ça prend de la maturité. Eh ben, c'est pour ça qu'on est là. Comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle serviteur de Dieu. Tu dis, non, moi je suis pas assujetti à une religion, ni Dieu ni maître, moi je fais ce que je veux. Ok, papa. Alors quand tu n'es pas serviteur de Dieu, automatiquement tu es serviteur de ton orgueil, de ta bêtise, de ta lourdeur. Une fois, un psychiatre il m'a dit ça. Il m'a dit, Ahmed Chetrit, vous êtes quelqu'un d'intelligent, vous êtes quelqu'un de cartésien, vous êtes quelqu'un de profond. Vous prenez la crainte, mais la crainte, c'est une névrose. Une bonne question, non, pour un mec qui a fait des études. Dommage qu'il en a fait. Je lui ai dit, mais JG, ça veut dire jeune beb. Les gens qui ont peur de Dieu, ils ont peur de Dieu, mais ils ont peur de rien d'autre. Les gens qui n'ont pas peur de Dieu, ils n'ont pas peur de Dieu, mais ils ont peur de tout. Ils ont peur de l'avion, ils ont peur de s'étouffer, ils ont peur de boire une Corona, on ne sait jamais aujourd'hui, d'accord? Ils ont peur de tout. Alors que le gars qui a peur de Dieu, il sait que ce qu'il va gagner, il va gagner, il sait que sa femme, elle est adaptée à lui, il sait que ses enfants, ils viennent de lui, il sait que ses responsabilités, on lui donne parce qu'il est concerné, il sait que la date de la mort, elle est fixée, il sait que les circonstances de la mort, elles dépendent de ses avérotes, il est libre. Il est bien. D'accord ou non? Donc en fait, la névrose, c'est de ne pas croire en Dieu. C'est l'inverse. Donc celui qui croit en Dieu n'est pas névrosé. Par contre, celui qui croit en Dieu, il n'est pas névrosé. Celui qui ne croit pas en Dieu, il est névrosé. Exactement l'inverse. 9 ans d'études. Ce que tu apprends en 4 minutes à un cours de Ben Chetrit. Voilà. Chazak Obarouk. Chazak à vous. Alors, je voulais vous dire que, pour ceux qui s'intéressent, parce que le cours c'est sympathique, c'est bien, je suis très content, vous étiez très concentrés, je m'excuse, j'étais pas très rigolo, mais comme c'est le dernier cours de la semaine, j'étais un peu fatigué. Donc ceux qui veulent continuer l'expérience, encore évoluer, encore travailler, c'est pour ça qu'on a écrit des livres qui sont déconcentrés, qui correspondent chacun à peu près une quinzaine d'années d'Yeshiva, et je sais que vous n'avez pas tous le loisir de faire 15 ans d'Yeshiva. On a fait aussi les packs éducation, les packs Shalom Bayit, en fait qui sont des programmes pour accompagner. Maintenant, moi, je lui dis toujours, soyez intelligents, travaillez votre couple quand ça va. Parce que les gens, ils viennent quand ça va plus. D'accord? Alors, il ne faut jamais rouler sur la réserve, ça tue le moteur. Donc, si vous êtes un peu malin, tant qu'il y a de l'amour, il y a de l'intelligence, il y a de la bonne volonté, vous prenez le Pack Shalom Bayit, c'est un programme, c'est des cours, vous les suivez, un cours par semaine, il y a une méthode que vous utilisez, vous travaillez, vous devenez. Ça veut dire que pendant toute la semaine, vous devez appliquer ce que vous avez appris pendant le cours. Comme si vous ou non? Et l'éducation, le pack éducation, c'est pareil. Mais là, il y a 12 cours pour les parents et 18 pour les ados. Maintenant, sachez que les cours pour les ados, il faut d'abord les écouter en tant qu'adultes. Et après, vous transmettez aux ados. D'accord? Et pareil, il y a un programme de 25 pages et vous suivez. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de le faire avec le pack. Vous pouvez aller chez un psy, un coach de couple, un coach éducatif. Vous allez payer 80 € la séance. Ça va prendre 4 ans. Et puis, ça, c'est pas forcément que ça serait aussi efficace. Donc là, c'est 50 €, je ne sais pas quoi, et vous faites le travail. Maintenant, si quelqu'un il veut une bracha à l'intérieur du livre, ça sera avec plaisir. Alors déjà, je rajoute un petit mot. Vous avez là, si vous en avez un par personne, c'est moi qui les offre. Waouh, comme la cavode. Voilà. Mais attention, c'est pas parce que c'est offert qu'il ne faut pas le lire. Non, parce que les gens, quand c'est gratuit, ils n'investissent pas. Donc si vous en avez un par personne, vous offrez. Regarde avec David, il est là. Mishébera, Chavotenu, Abraham, Isaac et Jacob, où il va être Issachar, chez lui. Maman,
Benzaki. Si vous pouvez répondre Amen. Désolé trop tard. Merci beaucoup. Merci à vous. Ça va toi? Vous allez bien? Oh, franchement. Ça va la famille de mon bonheur? Moi, j'aime ça. Je travaille avec Claude Pénita. Ah! Je travaille avec lui depuis 4 ans. On y arrive. Ouais, c'est ça, c'est ce que je voulais te dire. Parce que lui, il a déjà arrivé. Pour moi, c'est comme un véritable mentor. Mais c'était dans le boulot. J'habitais New York. Moi, j'habitais New York. Je l'ai rejoint il y a 3 ans. Il est dans l'Afrique, quoi. Je jouais. C'est ce que je fais depuis 3 ans. Donc voilà. Et je passe plein de temps avec l'autre, d'ailleurs, qui était jamais dernier chez moi. Magnifique. Il m'a dit qu'il me connaissait. Bah, c'est mon cousin. Alors lui, je l'ai gardé avant sa bar mitzvah quand il était petit. C'est pas vrai. Et vous, j'ai gardé vos enfants à Oraita quand ils étaient petits. Incroyable. J'ai fait la babysitter de tout le monde. Et j'ai maquillé même votre belle-fille, elle se marie à 4 ans.